2, 1... Salut à tous, comment ça va ce mercredi? Ce mercredi, vous avez l'habitude sur la chaîne, c'est le jour dédié au best-of de live Twitch, en mode Crystal Ball. Et oui, vous le savez, jeudi soir, c'est la draft. Alors après vous avoir abreuvé en Airball Projects, dernièrement, je me suis dit qu'il était peut-être grand temps de vous présenter ma mock. Le principe de toute façon, vous le connaissez, c'est la 3e année que je fais ça, alors on ne perd pas plus de temps, et c'est parti pour ma NBA Mock Draft 2023. Qui sera le choix numéro 2? Là, c'est clairement, je pense, l'un de mes moments, si ce n'est le moment que je préfère dans l'année. La draft, c'est jeudi, dans la nuit de jeudi à vendredi. Sur ma chaîne YouTube, ces derniers temps, j'ai un petit peu fait monter la sauce, parce que je vous ai présenté les principaux candidats, en tout cas ceux qui me semblaient les plus intéressants, à travers ma playlist Airball Project, là, que vous aimez bien. J'ai parlé notamment des 3 Français, Victor Wembanyama, Bilal Coulibaly, Ryan Rupert, ou encore les potentiels top picks, que seront Scoot Henderson, Brandon Miller, ou encore les jumeaux Thompson. Tout ça, c'est bien, mais aujourd'hui, moi, j'attendais ça, je me disais qu'il était temps de me mouiller en vous présentant ma mock draft de tout le premier tour, c'est-à-dire les 30 premiers choix. Ici, même si je peux pas anticiper les trades, qui je pense seront quand même nombreux le soir de la draft, sachant que ça a même commencé à bouger là avec le trade de Bradley Beal aux Suns, en fait on va prendre l'ordre défini par la loterie et essayer de voir, team by team, quel serait le meilleur fit dans le pool parmi le pool de joueurs disponibles. Enfin, le meilleur fit, selon moi. J'ai pas la science infuse. Ici, j'ai pas la prétention de prévoir ou de savoir exactement ce qui va se passer jeudi soir, de savoir ce que vont faire les GM. Par contre, moi, je vais essayer de vous expliquer ce que je ferais moi. C'est pas une prédiction de la draft, c'est ce que je ferais moi si j'étais le GM des équipes concernées. Donc, pour justifier mes choix, j'essaierai de prendre le temps rapidement de vous présenter chacun des 30 joueurs que je vais sélectionner, afin de vous expliquer pourquoi, pour moi, le fit pourrait être intéressant dans la team que j'ai choisi, ou encore pourquoi pour moi cette équipe devrait prendre tel joueur, et c'est comme ça qu'on va procéder pendant les 30 choix du premier tour. Petit détail aussi, vous allez voir, je vous ai affiché un max de données à chaque fois pour les joueurs que je vais vous présenter, que ce soit les stats notamment, l'âge, la taille et le poids, et ça c'est important. Pour le moment on n'a pas non plus toutes les mesures officielles du draft combine pour tous les joueurs, et on voit que sur certains sites, pour certains prospects, il y a des variations de 3, 4, 5, 6 cm des fois. Notamment pour les Européens, qui eux, on le sait, sont mesurés sans chaussures en Europe, et qui, contrairement aux joueurs américains, qui eux, la plupart du temps, c'est leur taille avec les chaussures qui sont prises en compte. Donc cependant, pour avoir une espèce de référentiel commun pour tous, pour tout ce qui est taille et poids, on verra qu'il y a aussi des gros écarts en kilos aussi par rapport à certains sites. Moi, je suis allé sur RealGM, qui m'a l'air assez précis, mine de rien, pour ce genre de mesures. Alors je sais que certains vont titiller en me disant, oui, mais lui, il fait pas 2 mètres, il fait 1m99, restez tranquille, peu importe, on n'est pas à 1 centimètre près, c'est vraiment pour avoir une idée globale du poids et de la taille de chaque joueur que je suis allé sur ce site, et même si tout n'est pas forcément super actualisé sur RealGM, au moins vous le savez, et vous aurez une idée globale des mensurations de chaque joueur. Mais bref, ça fait déjà très longtemps que je parle, le principe de toute façon je pense que vous le connaissez, vous l'avez compris, donc trêve de blabla, on a du pain sur la planche aujourd'hui, et donc je déclare officiellement ouverte ma mock draft NBA 2023. Allez, let's go avec le premier pick de la draft NBA 2023 selon ma mock draft. Sans trop de surprise, les San Antonio Spurs sélectionneraient Victor Wembanyama des Metropolitans de Levallois, le français, 19 ans, plutôt poste 4, 2m24 selon RealGM, 109 kg, et est-ce que je vais en faire beaucoup le concernant? Non, Victor vous le connaissez évidemment, vous connaissez ses meilleures qualités, vous connaissez aussi les quelques petits points qu'il a à taffer, on en a largement parlé sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez encore plus de détails, je vous invite à voir les vidéos, et tout ça, tout son jeu, toutes ses qualités, ça fait que oui, aujourd'hui, et encore plus depuis qu'on sait que les Spurs ont chopé le first pick, pour cette draft, c'est mon choix, mais je pense que ce sera aussi le choix des Spurs, c'est même quasiment sûr, c'est en mode no-brainer. Victor Wembanyama sera le first pick de cette draft à San Antonio. Et là, on a un Wemby qui, même s'il vient de perdre en finale de Betclic Elite face à Monaco avec les Mets, la saison qu'il vient de réaliser en France, en raflant tous les trophées, elle est vraiment remarquable. Et puis on le dit jamais assez, mais ses qualités, je sais, c'est pas original de le dire, mais c'est le cas, elles sont vraiment uniques. Un mec qui mesure plus de 2m20, qui bouge comme un ailier, et qui défend déjà comme un joueur complètement
parfaitement élite, en étant capable d'être efficace sur tous les postes, de switcher partout, de protéger le cercle comme un dingue, mais aussi de sortir sur les arrières en close-out pour aller mettre des contres, c'est quand même assez fou, même si évidemment il y a toujours des doutes qui persistent un petit peu sur sa capacité à être efficace face aux big men monstrueux qu'il trouvera en NBA et qui forcément vont essayer de le défier au vu du statut et de la hype qui est autour de lui. Maintenant, moi je me dis, j'aime bien à San Antonio, il va débarquer dans un environnement qui est stable, qui est sain, qui a pris l'habitude de développer des jeunes joueurs, notamment des jeunes joueurs internationaux, et je me dis que c'est positif pour Victor Wembanyama, surtout avec une légende du coaching comme Greg Popovich. Donc après, c'est vrai, il y a toujours des interrogations qui persistent sur la façon dont il sera utilisé. Moi je pense qu'il faut absolument l'utiliser plus au poste 4 qu'au poste 5, mais aux Spurs, dans l'équipe, dans l'état actuel des choses, il y a plus besoin d'un 5 qu'un 4. Donc on verra bien comment il sera utilisé. Je pense que cette année il y aura pas mal de tests et pas mal d'expérimentations autour de Victor, parce que les Spurs vont pas jouer le titre tout de suite, et je crois vraiment en Pop et son staff pour justement faire les meilleurs tests possibles et finir par trouver la clé pour l'utiliser de la meilleure façon possible. Donc pas de surprise, évidemment, mon first pick c'est Victor Wembanyama. Et donc pour Victor, pas trop de doutes, même si je pensais que ce serait du 100%, à chaque fois j'aime bien vous demander, et je vous le ferai à chaque pick, mais vous êtes 98% à valider Victor en first à San Antonio, et évidemment, ce sera quelque chose a priori qui sera fait sans surprise. Si les Spurs ont tanké comme tout plein d'équipes, c'est pour Victor, je comprends qu'on soit à un 98% de validation pour ce first pick. Avec le deuxième choix de ma mock draft NBA 2023, les Charlotte Hornets vont sélectionner Scoot Henderson de la G-League. Et là on est au deuxième choix, et c'est déjà la première petite surprise dans ma mock, vu que la plupart des insiders pensent que les Hornets prendront plutôt Brandon Miller, qui c'est vrai, au premier abord semble bien plus compatible avec la Melo Ball, vu que Scoot Henderson est un meneur de jeu, alors que Brandon Miller ça reste un catch and shooter un peu 3&D, et évidemment que ce genre de profil fit mieux avec la Melo Ball. Mais moi j'ai décidé de prendre la tangente, car moi je fais partie de l'école qui pense que dans le top 3 de la draft, c'est une erreur de drafter en fonction des besoins, il vaut mieux choisir au talent, et le passé, à mon sens, l'a déjà prouvé à maintes et maintes reprises, n'est-ce pas les Warriors d'ailleurs qui avaient choisi James Wiseman par exemple. Et justement, moi je trouve qu'en termes de talent, avec Scoot Henderson, on a un sacré client qui pour moi présente beaucoup moins d'incertitudes qu'un Brandon Miller, qui non seulement a connu pas mal de déboires hors terrain, on va pas revenir dessus, j'en avais déjà assez parlé dans le Airball Project, mais qui en plus vient de perdre pas mal de poids en raison d'une mononucléose, et donc déjà qu'il était pas épais, ça aide pas, et ça fait vraiment beaucoup de doutes autour de lui. Par contre, pour ce qui est de Scoot, moi j'ai lu déjà qu'il avait fait un workout impressionnant avec Charlotte récemment, et à cette occasion, il a vraiment pu dévoiler sa forme physique qui était vraiment au top, vraiment incroyable. Il a pu montrer à quel point il était explosif, à quel point c'était aussi un joueur de basket sérieux qui est à fond là-dedans, lui aussi. Et si on parle de lui depuis des mois et des mois comme le principal concurrent de Wemby au first pick, c'est pas par hasard. Alors oui, avec Scoot Henderson et la Melo Ball, les Hornets d'un coup ils se retrouveraient avec deux meneurs de potentiel niveau All-Star. Et c'est vrai que ça peut poser des interrogations. On peut se demander si ce serait pas problématique. Et peut-être un peu, c'est sûr, vu que les deux ont pas mal besoin de la gonfle pour exister, tout en étant de très bons playmakers aussi qui peuvent distribuer pour les autres. Cependant, ce qui me rassure un petit peu, c'est que je trouve quand même que leurs profils sont bien différents. Henderson est plus petit, et il s'apparente à une espèce de boule de muscle super explosive, et Ball, lui, oui, il est plus grand, effectivement, si je dis que Henderson est plus petit, ça veut dire que Ball est plus grand, il est plus élancé aussi, il a un jeu assez différent, il a bien progressé sur son shoot, il joue beaucoup plus en finesse, Scoot Henderson c'est un petit peu la force brute, et la Melo Ball c'est un petit peu le meneur beaucoup plus fin dans son jeu. Alors après, on va pas trop en faire, on va être conscient que le fit n'est pas forcément évident entre ces deux joueurs. Cependant, moi je me dis que vu que les Hornets a priori vont pas jouer grand chose la saison prochaine, ça vaut quand même le coup de tester et de drafter au talent plus qu'au fit vraiment et aux besoins. Et moi je trouve qu'au vu des certitudes que présente Scoot Henderson au niveau de son talent et au niveau de son potentiel, ce serait une erreur de pas le prendre avec le deuxième choix. Voilà pourquoi, pour moi, Scoot Henderson, en tout cas dans ma mock, irait aux Charlotte Hornets. Et donc pour Scoot Henderson, malgré le fait que dans plein de mock drafts, Brandon Miller arrive en 2, vous êtes assez d'accord, vu que vous êtes 91% à valider ce choix, à dire qu'il faut tester Scoot Henderson et la Melo Ball ensemble. Ce serait une erreur de drafter aux besoins et au fit, globalement vous êtes d'accord avec ça, plutôt qu'au talent et au potentiel. Scoot Henderson c'est celui qui présente le plus de certitude pour ce choix numéro 2, voilà, 91%, on va pas trop en faire, je suis content, c'est un choix qui vous convient, a priori. Avec le troisième choix de ma NBA Mock Draft 2023, les Portland Trail Blazers sélectionneraient
Brandon Miller. Et oui, bah voilà, s'il était pas au choix numéro 2, c'est qu'il y avait de grandes chances qu'il soit au choix numéro 3. Même si je le cache pas, au vu des inquiétudes récentes à son propos, hein, dont j'expliquais, que j'expliquais juste avant, hein, que j'ai évoqué juste avant, j'ai presque hésité à le faire descendre encore plus. Ceci dit, il faut s'en rendre compte quand même, Brandon Miller, c'est peut-être le meilleur ou un des meilleurs snipers à 3 points de cette QV. Et si on ajoute à ça qu'il est capable de défendre le plomb, hein, il est très bon de ce côté-là du terrain, tout en prenant d'immenses coups de chaud et de porter son équipe aussi au scoring sans pour autant avoir besoin de beaucoup porter la balle, je me dis que son profil pourrait être nickel dans une équipe de Portland qui a priori est soit à la recherche d'un transfert, hein, on en parle de plus en plus d'un potentiel transfert du côté de Portland, soit à la recherche d'un joueur qui serait NBA ready et qui pourrait performer tout de suite dans l'idée où Lillard resterait, qu'on essaierait de faire quelque chose la saison prochaine. Et moi je trouve que, en termes de joueurs NBA ready, Brandon Miller, au vu de ce qu'il a montré sur le terrain, ça a l'air d'être l'un d'eux. Et donc pour ça, pour performer, il aura besoin d'un bon meneur avec lui, d'un bon playmaker, qui peut lui délivrer des caviars hein, avec ses démarquages, parce que Brandon Miller, il joue beaucoup off-ball, il a besoin vraiment de recevoir les passes dans le bon tempo, donc il aura besoin aussi d'un système qui prendra en compte ses qualités. À Chauncey Billups, hein, s'il récupère Brandon Miller, d'arriver à construire ça. Et avec un Lillard, s'il reste, comme je disais, même si c'est pas le meilleur playmaker du monde, moi je trouve qu'il aura quand même le meneur talentueux dont il aura besoin, et même si c'est pas il fait quand même des passes, hein, Damian Lillard, c'est juste que c'est pas un Magic Johnson, mais c'est quand même un vrai meneur qui fait des passes. Mais pour moi, c'est quand même plus, il fait plus partie de la famille des meneurs scoreurs que de la famille des meneurs passeurs. Mais peu importe, parce que au vu de la gravité qu'il est capable d'engendrer, Dame, mais moi je me dis qu'on a un Miller qui devrait pouvoir vraiment se procurer pas mal de positions de tir qu'il est capable de rentrer finalement, et justement de profiter de ces espaces et de ces tirs ouverts pour essayer de mettre des points. Donc pour moi, non seulement avec ce pick numéro 3, il est le meilleur talent disponible, même s'il y a des incertitudes hors terrain dont on parlait plus tôt, mais il est aussi, à l'heure actuelle, s'il n'y a pas de transfert, je pense, le meilleur fit pour Portland. Donc Brandon Miller en 3, bah voilà, si je le répète, hein, même s'il y a des chances de transfert, c'est quelque chose qui me semble cohérent là encore. Pour Brandon Miller, en tout cas, vous êtes 66% à valider ce choix, 34% à ne pas le valider. Pour 34% d'entre vous, mais il devrait encore descendre plus. C'est vrai que j'y ai pensé, hein, c'est ce que je vous disais. Peut-être que Brandon Miller peut encore plus descendre. S'il a fait autant de workout aussi, c'est que lui aussi, imagine qu'il pourrait descendre. Mais je pense que, au vu du talent qu'il a sur le terrain, tu te dis qu'il va mûrir, tu te dis, et tu espères, je pense, hein, que tout ce qu'il a pu faire en dehors des parquets, ça restera derrière lui. Tu peux aussi espérer que sa perte de poids due à la mononucléose, il va vite retrouver la forme. Et moi, je pense que dans ce cas, il faut le prendre en choix numéro 3. Mais je comprends vraiment ceux qui doutent fort de Miller. Et vous êtes 34%, je pense, enfin 34%, même c'est même pas je pense, à penser que Miller ne sera pas top 3 de la draft. Et ça me surprendrait pas tant que ça, finalement, qu'il baisse un peu plus. On verra ce que ça dit. Et encore plus s'il y a un transfert du côté de Portland, peut-être que l'équipe qui récupérera ce choix numéro 3 sera pas du tout intéressée par Brandon Miller. On verra ce qui se passe à ce moment-là. Maintenant, avec le choix numéro 4 de ma NBA Mock Draft 2023, les Houston Rockets sélectionneraient Amen Thompson de Overtime Elite. Donc voilà, encore un autre meneur, et vous allez voir, il y en a quand même beaucoup, hein, des postes 1 et des postes 2 prévus à ce premier tour de la draft. Et donc voilà, un autre meneur avec Amen Thompson, un prospect tout droit sorti de la Overtime Elite qui va envoyer en NBA, là, avec les jumeaux Thompson, les deux plus gros talents de son histoire. Ils ont déjà envoyé Jean Montero l'année dernière, mais de mémoire, il a pas joué en NBA, donc il a joué en Europe du coup cette année, et donc ça va vraiment être les deux premiers joueurs qui proviennent de Overtime Elite, et on verra si les doutes que moi j'ai personnellement sur le niveau de jeu de la Overtime Elite où ça défend pas, où j'ai l'impression presque que c'est des joueurs qui sortent de high school, hein, parce qu'ils jouent contre des joueurs beaucoup plus jeunes qu'eux, on va voir si ça vaut le coup vraiment de drafter des joueurs en provenance de Overtime Elite. Mais du côté de Houston, moi j'essaierai de voir ce que ça fait, et avec Amen Thompson, là on a quand même un combo garde de talent qui est un meneur de grande taille, hein, un spécialiste du jeu spectaculaire au niveau des no-look pass et de la façon dont il peut poser des tomards. Il est complètement dingue. C'est un monstre athlétique, hein, qui est complètement intraitable en ISO, en 1 contre 1, et même s'il y a beaucoup de doutes sur son shoot, qui est vraiment loin d'être affûté, hein, beaucoup plus loin que celui de son frère, moi je trouve que sa faculté à aller au cercle, elle est vraiment impressionnante, hein, elle est vraiment élite. Ajoutons à ça un super sens de la passe, un super sens du playmaking, mais aussi une bonne défense sur l'homme, ça il faut s'en rendre compte. C'est pas que des croqueurs offensifs les frères Thompson qui vont pas défendre, bien sûr qu'en défense ils ont des progrès à faire dans la discipline et dans la maturité, mais sur l'homme, ils ont quand même des outils assez impressionnants. Et de toute façon, quand tu joues meneur et que tu fais plus de 2 mètres, évidemment,
quand t'es rapide et que t'es athlétique, que t'as des facilités en défense de toute façon. Donc oui, comme je disais, maintenant dans tous ces secteurs, je pense qu'un peu plus de maturité, de discipline, ça fera pas de mal. Donc ça viendra probablement avec le temps, hein. La maturité ça vient avec l'âge, et peu importe, parce que là encore, ben moi je me dis qu'avec Amen Thompson, en 4, les Rockets, ils s'offrent un jeune, encore une fois, qui est sacrément prometteur. Donc oui, dans mon scénario, il va à Houston, qui pourtant, ben, clairement, n'a pas forcément besoin d'un nouveau porteur de balle, vu comment on a Jalen Green déjà et Kevin Porter Jr. qui gardent énormément la gonfle. Cependant, pour moi, Amen Thompson, il dispose déjà de plus de talent que Kevin Porter Jr. Et encore, on va voir hein, s'il va rester à Houston, parce qu'il a la possibilité d'être free agent cet été. Et pour moi, un Amen Thompson doit clairement prendre la place d'un KPG dans le 5 de départ hein, à Houston, tout en ayant au moins un minimum la faculté d'évoluer aux côtés de Jalen Green, même si évidemment Green porte aussi beaucoup la balle et joue beaucoup en ISO. Encore une fois, le fit ne saute pas vraiment fort aux yeux, hein. Houston n'a pas forcément besoin d'un autre arrière ou d'un autre meneur de jeu, surtout qui porte autant la balle, mais je me dis, allez, faut tenter le coup de toute façon, parce que ses qualités au playmaking à Thompson, mais aussi l'arrivée au coaching de Ime Udoka, que je trouve importante, parce qu'il pourrait remettre un petit peu d'ordre dans les systèmes des Rockets, mais ça me laisse plutôt optimiste pour me dire que ça peut marcher du côté du Texas, son arrivée à Thompson, si ça se fait. Et puis je le cache pas, ça c'est mon petit plaisir à moi, mais imaginez les deux phénomènes athlétiques que sont Amen Thompson et Jalen Green porter le même maillot la saison prochaine, ben ça me ferait sacrément kiffer. Donc let's go, je valide ce choix, heureusement que je valide mon choix d'ailleurs, mais je mets Amen Thompson en 4 dans ma mock draft. Pour Amen Thompson, vous êtes 78% à penser que c'est le bon choix pour les Rockets, je l'ai vu, hein, il y a des interrogations évidemment au niveau du fit à côté de Jalen Green, certains d'entre vous préféreraient un ailier ou un intérieur peut-être du côté de Houston, mais moi non, encore une fois, on est au pick 4, comme je disais, moi je choisis. Au pick 4 encore, je choisis beaucoup plus au talent et au potentiel qu'au fit. Et pour moi, bah, parmi les joueurs disponibles, quand on enlève les 3 premiers picks, Amen Thompson est le plus talentueux et a potentiellement le plus de potentiel. Ça fait beaucoup de fois le mot potentiel dans la même phrase. Mais je pense que, en tout cas, moi, si j'étais Houston à ce moment-là de la draft avec ces joueurs disponibles, moi je prendrais Amen Thompson. Et 78% d'entre vous validez ça et donc ça fait plaisir. Avec le 5e choix de ma NBA Mock Draft 2023, les Detroit Pistons sélectionnent Cam Whitmore de Villanova, un prospect que j'aime bien, vous savez comment j'aime cette fac de Villanova. Et donc avec Cam Whitmore, ben voici peut-être un joueur que vous connaissez un peu moins, vu que dans ma mock là, ben c'est le premier à qui j'ai pas consacré un Airball Project. Et pourtant, croyez-moi, si j'avais eu le temps de le faire, si j'avais peut-être un petit peu mieux anticipé et mieux organisé mes Airball Project, je l'aurais fait, parce que son profil il est super intéressant, et vraiment le sortant de Villanova, il mérite, et il gagne à être connu, hein, et pas qu'un peu. C'est un scoreur essentiellement, qui est très athlétique, et que je trouve déjà bien prêt physiquement pour ses 18 ans. Il est très puissant, il est très explosif, il se fait vraiment un plaisir hein, d'attaquer le cercle sans pour autant être maladroit de loin, même si c'est pas non plus sa grande spécialité, mais regardez, il tourne à 34% au shoot, hein, à 18 ans c'est très correct. Maintenant, ben voilà, son truc, c'est que évidemment dans son QI basket, il a beaucoup de choses à polir, mais justement, s'il les polit, on a un Whitmore qui possède vraiment d'un potentiel très fort. Et je me dis que pour les Pistons, après avoir drafté des arrières avec leur top pick pendant 3 années de suite, il est temps de compléter les autres lignes du starting 5. Alors je sais, je disais que pour les premiers choix, j'aimais pas drafter au besoin, mais moi je trouve que Whitmore, il correspond aux deux. Non seulement il fit très bien à Détroit, au vu de leurs besoins, faudra voir ce qu'ils font de Bojan Bogdanovic, mais à mon avis Cam Whitmore peut le remplacer, même s'il aura pas le même niveau tout de suite. Mais en plus de ça, pour moi, c'est le meilleur talent disponible, ou en tout cas peut-être celui d'un de ceux qui a le plus de potentiel. Donc un choix comme Whitmore, pour moi, à Détroit, ça paraît presque comme évident s'il est encore disponible à ce stade-là de la draft. Surtout que, selon pas mal de rumeurs, son workout à Détroit a été très concluant. Donc chez les Pistons, je me dis qu'il pourrait vite avoir du temps de jeu en tant qu'ailier et qu'il pourrait finalement être très complémentaire du duo d'arrière que représentent Kate Cunningham et Jaden Ivey. Donc let's go. Pour moi, Cam Whitmore à Détroit, ça coule de source, ou presque. Et bien pour Cam Whitmore, hein, c'est encore une grosse validation parce que vous êtes 88% à valider, vous me confirmez que le fit vous le trouvez bon et que s'il est encore disponible, Détroit aurait tout intérêt à drafter Cam Whitmore. Comme je le disais un petit peu plus tôt aussi, si jamais Brandon Miller descend plus bas, comme certaines rumeurs l'annoncent en ce moment, peut-être que Détroit devrait prendre Brandon Miller, mais là, dans mon scénario, Brandon Miller est déjà parti, et je pense que Cam Whitmore, c'est presque un choix obvious pour Détroit, et vous le validez à 88%, donc c'est très bien. Avec le choix 6 dans ma NBA Mock Draft 2023, le Orlando Magic sélectionnerait Ausar Thompson, le frangin de Amen, lui aussi en provenance de Overtime Elite, on en parlait tout à l'heure. Ausar, en bon jumeau de Amen qu'il est, hein, je l'expliquais un petit peu, il partage beaucoup de points communs avec son frère dans le jeu, et tout ça on l'a largement abordé dans le Airball Project que j'ai sorti ce week-end à propos des jumeaux. Cependant,
il y a quand même quelques petites différences qu'il est important d'évoquer. J'ai l'impression qu'il possède un profil un peu moins athlétique, hein, même s'il est très athlétique aussi, mais peut-être plus patient, peut-être aussi un petit peu plus shooter. Il l'était pas à la base, mais je trouve qu'il a fait des progrès cette année, notamment off-ball, notamment en catch and shoot, et dans les playoffs de Overtime Elite, il s'est mis à rentrer des shoots, notamment en finale, hein, parce que les deux frères ont remporté le titre avec les City Reapers, et je l'ai trouvé plutôt bon et plutôt en confiance derrière la ligne à 3 points, lui qui shoot quand même beaucoup plus en termes de volume que son frère Ayman. De plus, moi ce que j'apprécie, c'est que vu que Ayman était utilisé en meneur, Ausar, même s'il peut jouer meneur aussi, était plutôt utilisé au poste 2, et dans un rôle off-ball qui lui a permis de briller autrement dans une attaque en mouvement aussi, autrement que son frère, et finalement d'être complémentaire aussi avec un autre meneur de jeu, en tout cas, ou avec un autre gros ball handler, plus que Ayman à mon sens. Et je me dis que pour entourer le quatuor qui est déjà prometteur, hein, avec du Franz Wagner, du Paolo Banchero, du Markel Fultz et du Wendell Carter Jr., son profil, il pourrait vraiment bien fitter et vraiment être bien complémentaire du côté d'Orlando, et surtout, il y a plein de potentiel pour le futur, même si, je le répète, j'ai toujours des doutes sur le vrai niveau de la Overtime Elite, c'est toujours très intéressant, sachant que Ausar Thompson, en plus de son tir, s'il arrive à mettre dedans et de ses démarquages et de son jeu sans ballon, il pourra apporter sa défense sur l'homme qui manque cruellement chez les postes arrière du côté d'Orlando. Donc encore une fois, moi je trouve que le fit me semble assez évident, et avec ce young core, si t'as Ausar Thompson en plus, ce Magic pourrait peut-être commencer à envisager de belles choses, hein, pour le futur, même si évidemment, il faudra être patient avec Ausar qui, comme son frère, doit encore mûrir et gagner en discipline, mais on a le temps à Orlando, donc pourquoi pas former un potentiel comme Ausar Thompson. Moi je pense que ce serait dommage de passer à côté. Et donc pour Ausar Thompson, je sais que certains sont pas convaincus, vous êtes à peu près tous d'accord sur le fait que Orlando a besoin d'un arrière. Je comprends que vous ayez des doutes sur Ausar Thompson, les mêmes doutes que j'ai, hein, vu qu'il sort de Overtime Elite, et que c'est surtout sur le potentiel qu'on va miser de ce côté-là, mais vous êtes quand même 71% à valider ce choix, les 29% qui pensent que c'est pas une bonne idée, j'arrive à vous comprendre aussi, mais moi je reste là-dessus, hein, je pense qu'Orlando peut tenter de belles choses avec Ausar Thompson en développant un noyau de jeunes joueurs qui peut être super intéressant pour l'avenir, un Ausar Thompson qui s'intégrerait très bien là-dedans, donc let's go pour Orlando. Ausar Thompson, je pense que ça peut être une bonne pioche. Avec le choix numéro 7 dans ma NBA Mock Draft 2023, les Indiana Pacers prendraient Jarace Walker des Cougars de Houston. Donc 19 ans, 2m03, annoncé un peu plus grand, hein, selon certains sites, mais 2m03 sur Real GM, un ailier fort, donc un ailier fort, et moi je trouve que avec Jarace Walker, on parle vraiment d'un poste 4 très explosif, certes de petite taille, et encore sur certains sites il est annoncé à 2m06, donc de taille correcte, mais ce qui est sûr c'est que quels que soient ses centimètres, il a une présence physique dans une raquette qui est vraiment impressionnante, et surtout, hein, ses qualités, elles sont défensives avant tout, parce qu'il peut vraiment switcher, il peut vraiment être efficace sur plusieurs postes, parce que c'est un joueur très mobile, Jarace Walker. C'est un mec qui est super agile, qui peut aussi s'écarter offensivement, en envoyant quelques tirs de loin, regardez, il tourne quasiment à 35% de moyenne de loin, et surtout, moi je trouve que sur le parquet, dès qu'il rentre, il fait preuve d'une énergie qui est assez contagieuse, et ça, je kiffe bien ce genre de joueur energizer comme peut l'être Jarace Walker. Malgré ses 19 ans aussi, je trouve qu'il possède d'une bonne vision de jeu offensif qui lui permet souvent de faire les bons choix, et c'est quand même rare pour les joueurs de cet âge-là. Et du côté d'Indiana, moi je me dis, où on cherche vraiment à se renforcer défensivement dans la peinture, notamment au poste 4, où personne n'a vraiment réussi à s'imposer, hein, aux côtés de Miles Turner. Jalen Smith, j'aime bien, mais je trouve qu'il a montré quelques limites à ce poste-là. Et je me dis que Jarace Walker, c'est peut-être un choix on ne peut plus logique, hein, pour ces Pacers. De plus, je me dis qu'avec un meneur comme Tyrese Haliburton, avec son playmaking qui est élite, on a un Walker qui pourrait voir son impact offensif boosté, hein, parce que on peut le trouver dans la raquette sur pick and roll, mais aussi à 3 points sur pick and pop, ou même dans le corner. Il peut provoquer du spacing aussi, c'est intéressant. Il est capable de proposer de bons cuts. Tout ça, c'est le genre de joueur que Tyrese Haliburton aime bien trouver. Donc Jarace Walker, gros impact défensif, complémentaire de Tyrese Haliburton. Moi, je trouve qu'il coche énormément de cases pour correspondre à cette équipe des Pacers. Donc voilà, Jarace Walker en 7 à Indiana, ça me semble avoir du sens. Pour Jarace Walker, vous validez encore une fois à 79%. Il y en a pas mal qui valident le fait de prendre un intérieur, mais qui auraient préféré peut-être Taylor Hendricks. Je trouve que Jarace Walker apporte plus de certitude que Taylor Hendricks, avec vraiment une capacité à switcher partout, même si Taylor Hendricks peut le faire, hein, parce qu'il est polyvalent aussi, on en parlera plus tard. Mais ouais, pour moi, Jarace Walker est peut-être déjà un meilleur joueur que Taylor Hendricks, et peut-être un meilleur potentiel aussi que Taylor Hendricks. Donc voilà pourquoi je l'ai mis à Indiana, comme 79% d'entre vous, hein, pour l'instant c'est bien, on a de bons pourcentages. Je pense que plus on va s'éloigner du pick 1, et moins les pourcentages seront gros, mais pour l'instant sur ce top 7, j'ai l'impression que globalement on est d'accord, et c'est vrai que comme je le vois dans le chat, Bénédicte Mathurin, Tyrese Haliburton et Jarace Walker, ça fait un bon trio jeune qui a du potentiel pour l'avenir à Indiana, et perso ça pourrait me hyper sévèrement.
Avec le choix numéro 8 dans ma NBA Mock Draft 2023, les Washington Wizards sélectionneraient Anthony Blacks. Anthony Blacks, c'est avec lui, donc qui est un arrière, hein, qui peut jouer poste 1 ou poste 2, plutôt poste 1 quand même, mais qui peut vraiment switcher sur les deux postes. Et moi je trouve qu'avec lui, on a vraiment un combo garde de très grande taille, hein. Regardez, il fait 2m01, même s'il est pas épais avec ses 84 kg, qui mixe des qualités de playmaking qui sont intéressantes, et surtout de défense, qui pourrait plaire à pas mal de GM, ça je me dis. Ce genre d'arrière two-way player, on est au courant, c'est des profils qui sont très recherchés en NBA. Et Anthony Black, moi j'apprécie vraiment ça. Il a une façon un petit peu magique, je trouve, de voir le jeu en attaque. Il nous sort souvent des espèces de passes remarquables dans des angles qui sont complètement inattendus, hein, que les défenses s'attendent pas à devoir subir. Et j'apprécie comment il joue balle en main Anthony Black. Et je pense qu'un top 8 pour la draft, ce serait mérité. C'est également un joueur qui est capable largement d'accélérer le rythme en transition aussi. Et c'est toujours bien quand t'as un meneur qui peut aller vite. On sait à quel point ça peut être utile dans le jeu rapide de la NBA. Un mec qui va pousser l'équipe en contre-attaque et qui, à 19 ans, semble déjà être capable de prendre les commandes au poste de meneur de jeu, hein, au poste de chef d'orchestre d'une jeune équipe, je pense. Je dirais pas qu'il pourrait avoir ce rôle dans une équipe contender, mais dans une jeune équipe. Et à Washington, avec le transfert de Bradley Beal, où finalement on tourne une page, et où on pourrait donner de plus en plus de place aux jeunes, mais aussi avec le manque de profondeur, hein, au poste de meneur de jeu, parce qu'à part Monte-Morris, il n'y avait pas grand monde non plus chez les Wizards, et ben je me dis que ce serait pas du luxe de drafter un joueur prometteur, hein, qui peut jouer au poste 1 et 2, comme Anthony Black, qui non seulement est plein de potentiel, mais qui en plus semble cocher énormément de cases, lui aussi, de ce que pourraient rechercher les Wizards, tout en étant probablement peut-être le joueur qui a le plus de talent et le plus de potentiel dans le pool de mecs qui sont encore disponibles. Donc il est mon choix pour cette place 8, pour des raisons évidentes, pour le fit que je trouve bon, mais aussi parce que, tout simplement, pour moi, à ce moment-là, avec tous les joueurs qu'on a pris avant, c'est peut-être le meilleur joueur de cette draft restant encore, donc let's go Anthony Black à Washington. Pour Anthony Black, vous êtes 84% à valider ce choix du côté de Washington, encore une fois assez nombreux, il peut apporter énormément de choses, hein, cette équipe des Wizards, avec son playmaking et sa défense. Son shoot est en chantier, c'est sûr, sa réussite est pas au rendez-vous, mais justement, ça fait partie des points sur lesquels il peut travailler. Moi, je trouve que son potentiel est bon, et à Washington, un Anthony Black pourrait faire du bien, et encore plus maintenant qu'on sait que Bradley Beal va partir à Phoenix. Avec le choix numéro 9 dans ma NBA Mock Draft 2023, le Utah Jazz sélectionnerait Taylor Hendricks, voilà, vous en parliez tout à l'heure, et ouais, je le sais, du côté d'Utah, il y a de plus en plus de rumeurs qui disent que le Jazz est très intéressé par Bilal Coulibaly, notamment avec le pick numéro 9, et même Dallas, hein, de ce qu'on a vu, chercherait à trade up avant le choix numéro 9 pour pouvoir prendre le français avant Utah. Tout ça, c'est des choses qui peuvent arriver, on sait que ces deux équipes sont potentiellement à fond sur le français. Est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va pas se faire? Je sais pas, mais moi j'ai décidé de me fier à mon instinct. Comme je vous l'ai dit, là le but c'est pas de prévoir un petit peu la draft, c'est aussi de vous dire ce que moi j'aurais fait. Et à mon sens, pour le Jazz, un Taylor Hendricks pourrait représenter, je pense, un meilleur choix qu'un Bilal Coulibaly, dans la mesure où l'ailier fort de Central Florida, là, il peut limite jouer à tous les postes du front court, au poste 3, au poste 4 et même au poste 5. Et personnellement, je l'imagine déjà aux côtés d'un Lauri Markkanen et d'un Walker Kessler, dont il me semble vraiment super complémentaire, tant des deux côtés du terrain, il est capable de tout faire, il peut switcher sur plusieurs postes grâce à sa mobilité, et ça j'aime bien. Le mec, avant tout, il est considéré comme un stretch fort, hein, c'est un bon shooter, regardez, il tourne quasiment à 40% de moyenne à 3 points, au niveau des pourcentages, il peut scorer aux 3 niveaux aussi, il a une très bonne adresse du parking, on vient de le dire, mais aussi un très bon sens du jeu sur pick and roll et sur pick and pop, et ça j'aime bien. Donc même si c'est vrai qu'à 19 ans, il semble encore un petit peu brut, un petit peu raw, et qu'il va falloir qu'il se développe, hein, qu'il gagne en maturité, comme tous les rookies de toute façon, moi je trouve que dans pas mal de domaines du jeu, à Utah, il pourrait trouver aisément sa place dans un secteur où le besoin pourrait se faire sentir. Et encore plus d'ailleurs si Sexton et Agbaji répondent aux attentes sur les postes 1 et 2. Parce que là on aurait... Imaginez que tout le monde se développe bien, que Sexton revienne bien, et qu'on parle que des jeunes, hein. On aurait Sexton au poste 1, on aurait Agbaji au poste 2, on aurait Markkanen et Kessler au poste 4 et 5 ou 3 et 5, et on a Taylor Hendricks qui pourrait jouer au poste 3 et 4, et moi je trouve que c'est assez complémentaire. De toute façon, les profils de 3&D comme Hendricks, d'autant plus quand ils peuvent protéger la raquette, hein, parce qu'il peut mettre quelques contres aussi, regardez, il tourne à 1,7 blocs par match, ça fit partout, de toute façon. Et à mon sens, Utah aurait tort de passer à côté de cette occasion de renforcer son effectif pour aider un Walker
Walker Kessler à protéger la peinture et pour justement essayer d'aller défendre un petit peu partout quand un Walker Kessler n'est pas le joueur le plus mobile du monde. Et pour Taylor Hendricks, vous êtes 82% à valider ce choix à Utah, donc encore une fois une grande majorité, même si on voit que les fans de Utah ne veulent pas forcément de Hendricks. Je suis pas du tout d'accord sur le fait qu'il a pas de potentiel. Pour moi, comme je disais, c'est un joueur qui reste très raw et qui peut progresser dans encore plein de domaines, qui peut vraiment fitter grâce à son profil de 3&D, qui peut défendre sur tous les postes, qui peut balancer des bombes à 3 points, profiter du spacing que les autres joueurs de Utah et notamment Mark Cannon pourront provoquer. Non, pour moi Hendricks c'est vraiment une bonne idée pour Utah et le chat valide ça à 82%. Avec le 10e choix dans ma NBA Mock Draft 2023, les Dallas Mavericks sélectionneraient Grady Dick, et non, toujours pas de Bilal Coulibaly, je suis désolé, je sais que vous l'attendez tous très haut dans le top 10, il y a de grandes chances, je pense, qu'ils finissent dans le top 10, mais malgré l'intérêt qu'ont les Mavs, toujours pas de Bilal dans ma mock draft, parce que moi je serais eux, je me dis quand même ce serait bête de ne pas se jeter sur Grady Dick, l'ailier qui est issu de Kansas et qui est un sacré shooter de loin. C'est vrai que ça fait des années que les Mavs cherchent un pivot, là je parle même plus de Bilal Coulibaly, on aurait pu se dire à Dallas il faut peut-être un pivot maintenant, mais à ce stade-là de la draft, moi je trouve que il y a pas beaucoup de certitude au poste 5, en tout cas dans une équipe qui veut avoir des ambitions, et je pense que ce serait dommage de gâcher un pick 10 pour un jeune pivot qui finalement sera pas bien meilleur, du moins pas tout de suite, que les intérieurs qui sont déjà présents dans l'effectif. Est-ce que là les pivots aujourd'hui peuvent être meilleurs qu'un Dwight Powell par exemple dans cette draft? Je crois pas. Et donc avec Grady Dick, là on a un sniper qui est déjà vraiment élite, c'est ce que je disais, qui est capable de trouver la mire quand il veut sur catch and shoot, mais vraiment quand il veut, il est à plus de 40% de réussite de loin, avec un énorme volume, mais qui a également montré que sur certains flashs, il était également tout à fait en capacité de créer son tir, et ça j'aime bien comment il s'est développé là-dessus, et je pense qu'il va encore continuer en ce sens. Le mec de toute façon c'est un expert de la prise d'écran, un expert du démarquage, qui ensuite arrivera à jaillir pour sanctionner de loin, notamment dans le corner, avec une mécanique qui est vraiment superbe à montrer dans les écoles, et puis une régularité qui est digne d'une horloge suisse. Ajoutons à ça qu'il a un très gros QI basket, et qui lui permet aussi de se montrer bien performant en défense. Finalement il a des outils, il fait 2m03, il a des longs bras, il arrive à anticiper pas mal de choses, et moi je me dis, alors je sais bien qu'un Bilal aussi fit très bien, mais moi je trouve qu'un Grady Dick qui est encore plus adroit de loin fitterait encore mieux. Avec Luka Doncic on l'a toujours dit, il faut des mecs qui sont des experts du shoot de loin et qui peuvent défendre. Là c'est exactement Grady Dick que je suis en train de décrire finalement. Donc oui, c'est un sniper qui peut défendre le plomb. Donc dans pas mal d'aspects, moi je trouve que Grady Dick correspond exactement à ce que doit chercher Dallas pour entourer Luka Doncic. Maintenant est-ce qu'il aura le niveau pour être titulaire tout de suite? Pas sûr, même si je trouve qu'il est déjà bien poli pour ses 19 ans. Et à l'heure actuelle, moi je trouve qu'un Grady Dick me paraît plus NBA ready qu'un Bilal Coulibaly, qui malgré tout son talent n'a finalement que peu d'expérience du monde pro, vu qu'il a même pas joué sa saison entière du côté des Mets, quand un Grady Dick avec Kansas pour moi a déjà montré peut-être plus de certitude, moins de potentiel c'est sûr qu'un Bilal Coulibaly, mais peut-être plus de certitude à l'instant T avec un plancher qui est peut-être un poil plus haut. Allez, pour Grady Dick, et ça m'étonne pas du tout, c'est le premier désaccord. Beaucoup espéraient voir Bilal dans le top 10, et je pense que c'est, de toute façon, ce que vous m'avez dit, je pense que c'est pour ça qu'on est en désaccord. Moi je le redis, pour moi Dallas a vraiment besoin d'un joueur NBA ready, vu qu'ils vont avoir des ambitions. Grady Dick me paraît plus prêt qu'un Bilal Coulibaly, voilà pourquoi je le sélectionne. Ça se discute, je comprends tout à fait, et je comprends tous ceux, les 53% qui ont voté que non, vous n'êtes pas d'accord avec ce pic. Peu importe, je l'assume, mais dans la réalité des choses, effectivement, je pense qu'il y a des chances que Bilal soit choisi plus tôt. Mais personnellement, moi, je prendrais Grady Dick à Dallas. Et puis je l'aime beaucoup ce joueur, je dois le dire. Allez, avec le pick 11 dans ma NBA Mock Draft 2023, le Orlando Magic, pour son deuxième choix de la soirée, on se rappelle que je leur ai fait prendre Ausar Thompson tout à l'heure, sélectionnerait Dereck Lively de Duke. Bon, là je me contredis un peu, mais pas tant que ça en fait. Je disais juste avant, quand je disais que Dallas avait potentiellement besoin d'un pivot, que cette draft était quand même pauvre et peu profonde au poste 5. Et pourtant là, avec le choix 11, eh bien c'est bien un pivot que j'emmène au Magic avec Dereck Lively. Mais bon, il faut être conscient d'une chose, Dallas, ils vont entamer la saison avec des grosses ambitions, ou au moins avec des ambitions, de toute façon tu peux pas faire autrement quand t'as un Luka Doncic dans l'effectif, tandis qu'Orlando va plutôt miser sur le développement des jeunes encore, ils vont pas jouer les playoffs et encore moins le titre tout de suite, et les deux équipes n'en sont pas au même point, donc c'est pour ça qu'on recherche pas le même profil de joueur. Pour moi, Dereck Lively par exemple, il est pas forcément super NBA ready, par contre il a un potentiel de fou, et Orlando, est-ce qu'ils ont besoin de joueurs complètement NBA ready tout de suite? Je suis pas sûr, alors pourquoi pas miser plutôt sur le potentiel? Et donc là je me dis, mettre un potentiel comme Dereck Lively en concurrence avec Wendell Carter Jr., qui stagne un peu, je trouve, même si j'aime bien ce qu'il est capable de faire, je suis
pas sûr qu'il se développe encore beaucoup, mais je me dis que, ben voilà, apporter cette concurrence au poste 5, surtout s'il continue à se développer, ben ça peut pas faire de mal à cette raquette du Magic. Et puis, on le cache pas, continuer à remplir ce roster à Orlando avec des joueurs qui sont grands, qui sont longs aussi, hein. Il fait 2m16 Lively, et qui sont capables de protéger le cercle, hein. On se rend compte, tous les joueurs qui ont ce profil dans l'effectif, et bien c'est un petit côté kiffant, je trouve, d'avoir ces espèces de grandes araignées dans le roster. Maintenant attention, comme je disais, il va falloir être très patient avec lui, parce que pour le moment je le trouve encore bien naïf dans le jeu, et il a une fâcheuse tendance à prendre beaucoup de fautes bêtes, et c'est aussi pour ça finalement qu'à Duke, qui jouait pas plus de 21 minutes par match. Bon, après en attaque aussi, il faut en être conscient, hein. Tout est à construire, ou presque, vraiment, mais bon, avec sa mobilité et sa vitesse, il peut quand même courir d'un cercle à l'autre, hein, avoir ce côté rim runner, et surtout, il va protéger la peinture avec énormément de talent. Regardez, il joue quasiment 20 minutes par match, et il tourne à 2,4 contre à Duke. Et ça, bah vraiment dans la protection de cercle, il a un vrai talent, je trouve, Derek Lively. À Orlando, en backup dans un premier temps, hein, en attendant de voir comment il se développe, et moi je suis plutôt positif sur le niveau qu'il peut atteindre d'ici 2-3 ans. Je me dis que ça peut faire du bien pour enchaîner une bonne draft après la sélection d'Osar Thompson en 6 et continuer à développer ce young core qui aurait du potentiel pour l'avenir. Ouais, Derek Lively, moi j'aime bien cette idée du côté du Magic. Pour Derek Lively, ça divise, parce que vous êtes 50% à dire que c'est un bon pick, 50% à dire que ce n'est pas un bon pick. Et là j'arrive à comprendre. Moi je vais continuer à valider ça, hein. Moi j'explique que pour moi c'est un bon pick dans la mesure où Orlando va miser sur le potentiel. C'est un rim runner qui peut être intéressant, un super bon protecteur de cercle aussi, qui s'il se développe en attaque peut devenir un joueur super qualitatif du côté d'Orlando. Moi je me dis, dans la mesure où au Magic on va miser justement sur le futur et le développement des jeunes, Lively correspond très bien. Maintenant je comprends tous ceux qui disent finalement son potentiel il est pas sûr de l'atteindre, et ça fait très haut un mec drafté en 11 s'il se développe pas et que finalement c'est juste un contreur qui court d'un cercle à l'autre. Et je peux très bien vous comprendre aussi, mais j'ai tendance à être plutôt optimiste, hein, pour Lively, d'autant plus que ses workouts apparemment ont été très positifs dernièrement. Donc ouais, moi c'est pour ça, c'est parce que j'y crois à son développement, Lively, que je pense qu'à Orlando ça peut être un bon fit et un bon pick. Avec le pick 12, dans ma NBA Mock Draft 2023, le Oklahoma City Thunder sélectionnerait, petit roulement de tambour, Kobe Bufkin de Michigan. Et là, à OKC, j'avoue qu'au premier abord, ça peut être un choix qui paraît un petit peu surprenant, vu qu'avec Shai Gilgeous, j'arriverai jamais à le dire, vu qu'avec Shai Gilgeous-Alexander et Josh Giddey, le Thunder n'a pas forcément besoin d'un arrière supplémentaire, surtout si à ces deux-là on ajoute un Treman ou encore un Jalen Williams qui à la base est arrière, bien qu'il ait pris l'habitude de se décaler sur l'aile, voire même au poste 4. Ceci dit, moi j'ai l'impression que si Sam Presti nous a bien habitués à une chose, hein, du côté d'OKC, c'est à drafter le meilleur talent disponible, quel que soit son poste. Et en vrai, ça a du sens, moi je trouve. Pour moi, de toute façon, parmi les meilleurs talents disponibles, Kobe Bufkin, il se place très bien dans les joueurs dispo, et moi je me dis que dans cette équipe d'OKC, qui déborde vraiment de talent, hein, sur toutes les lignes et sur toutes les postes, où finalement il n'y a pas besoin d'intérieur, il n'y a pas besoin d'ailier, il n'y a pas besoin d'arrière, donc autant prendre le meilleur joueur disponible. On a un Bufkin qui toute la saison avec Michigan a vu sa cote grimper. Au départ, c'était son coéquipier Jet Howard, hein, qui était imaginé plus haut dans la plupart des mocks, mais au fur et à mesure, Kobe Bufkin, je trouve, avec la grosse saison, hein, qu'il a faite à Michigan, avec sa très importante intelligence de jeu, même si pour moi c'est pas non plus un super playmaker et que sa défense me laisse un petit peu dubitatif en raison de son physique un petit peu frêle, mais je trouve que c'est quand même un mec qui est capable de faire de très bons choix dans son scoring, en attaquant beaucoup la peinture, et en profitant aussi des opportunités off-ball pour poser quelques cuts de temps en temps, pour mettre un shoot à 3 points, hein. Son shoot est pas dégueulasse, il tourne à 35% avec un volume qui est assez important, et en fait j'aime bien, finalement il a quand même un profil un peu moins porteur de balle que Shai Gilgeous-Alexander et que Josh Giddey, et je pense que peut-être en tant que 6e homme, ou on le sait aussi, hein, de toute façon à OKC on a un Daigneault qui aime bien utiliser des mecs à des postes qui sont pas leurs, pourquoi pas décaler Josh Giddey, j'en sais rien, pourquoi pas le décaler au poste 3 pour le faire jouer avec Bufkin. Je pense que de toute façon dans cette équipe du Thunder il y aura beaucoup de line-up possibles et imaginables, et qu'un Bufkin peut fitter là-dedans, on verra comment il sera utilisé. Mais de toute façon, OKC, ils ont déjà tellement de jeunes qu'ils ont besoin de personne. Donc, comme je disais, pour moi, c'est le meilleur joueur encore dispo. Un de ceux qui a le plus de potentiel aussi. Donc, ouais, Kobe Bufkin à OKC, j'aime bien l'idée. Alors, pour Kobe Bufkin, vous êtes que 48% à valider ce pick. Pour vous, OKC a plus besoin d'un intérieur. Mais moi, je pense qu'après avoir drafté Chet Holmgren l'année dernière, qui n'a pas joué de la saison et qui va arriver, qui sera considéré comme rookie cette saison, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'encore un intérieur, sachant que, comme je disais, Jalen Williams est souvent utilisé au poste 4. Moi je suis pas si sûr, de toute façon comme je le disais, je crois que
il n'y a pas vraiment de besoin à OKC, il n'y a pas vraiment de besoin, et peut-être que le petit bémol, c'est que le potentiel de Kobe Bufkin n'est pas forcément le plus élevé, mais en termes de talent, au vu de la saison qu'il vient de faire à Michigan, je pense que c'est un mec qui peut vraiment plaire à Sam Presti et à Marc Daigneault. Donc ouais, moi je continue à valider ce choix de Kobe Bufkin, même si vous êtes un petit peu plus de la moitié à penser que c'est pas un bon pick, vu que vous êtes 52% à refuser ça, mais je m'en fais pas. De toute façon, une mock draft, vous allez le voir le jour de la draft, et vous allez me le dire encore une fois tout le temps en me disant ouais, t'as eu tout faux. Bah oui, tous les ans j'ai tout faux, parce qu'il suffit d'un pick qui se décale et ça décale tout le reste, mais peu importe, en tout cas c'est ma mock, et moi je pense que Kobe Bufkin en 12 il est bien. Et avec le pick 13, dans ma NBA mock draft 2023, les Toronto Raptors sélectionneraient Jalen Hood-Schifino de Indiana. Et à Toronto, si les tendances se confirment, on s'en rend compte, il y a quand même de grandes chances que l'an prochain, Fred VanVleet et Gary Trent Jr. portent un autre maillot que le maillot canadien. Et si ça se vérifie, moi je me dis qu'il va falloir trouver un playmaker, un mec qui peut jouer sur les postes 1 et 2. Et Jalen Hood-Schifino, ben justement, c'est ces deux postes, c'est peut-être plus un meneur qu'un poste 2, mais il fait quand même 1m98 pour 98 kg, et il peut jouer aux deux postes, et je trouve qu'il peut vraiment pas mal correspondre au profil recherché. Même si sa régularité au niveau du shoot extérieur, elle fait partie des points qu'il doit taffer, il peut en mettre des shoots de loin, c'est sûr, mais de temps en temps, il va enchaîner les briques, ça, il faut en être conscient. D'autres fois où il va prendre des coups de chaud, sa sélection est peut-être un petit peu à taffer, c'est sûr aussi, qu'il va devoir bosser là-dessus. Mais moi, je me dis que le meneur, déjà, il a quand même d'ores et déjà le talent suffisant pour se muer en chef d'orchestre en attaque. Moi, j'aime bien son côté playmaker. De l'autre côté du terrain aussi, il a des qualités, grâce à sa grande taille, un très bon potentiel défensif sur les arrières adverses. Je dirais pas que c'est un lockdown aussi, mais il peut vraiment être average plus. Pour moi c'est déjà un bon défenseur qui peut encore progresser. Si on ajoute à ça qu'il a vraiment un très 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 bon handle, qui est suffisamment poli pour qu'il puisse créer son tir, pour qu'il puisse créer la séparation et sanctionner en pull-up, mais moi je me dis que des qualités ça en fait chez Jalen Hood-Schifino qui peuvent plaire à Toronto en plus, et peut-être que à terme, si vraiment il arrive dans le Canada, ça peut devenir pourquoi pas le successeur de Fred VanVleet si son départ se confirme. Donc ouais, Jalen Hood-Schifino, moi je pense que l'idée aux Raptors elle est bonne. Bon, pour Jalen Hood-Schifino, ça valide fort, et je m'attendais pas à ce point, parce que vous êtes 90% à penser que c'est un choix excellent, et je vois que dans le chat vous l'appréciez, ça parle déjà de futur All-Star. C'est vrai qu'il a un playmaking qui est déjà élite, moi j'utiliserais plus au poste 1 qu'au poste 2, et non, ce choix vous plaît beaucoup, et encore plus à Toronto, qui risque de voir ses lignes arrière un petit peu dévastées et décimées cet été. Donc ouais, Jalen Hood-Schifino pourrait faire du bien à ces Raptors, et vous avez l'air de confirmer tout ça, donc c'est plutôt cool. Allez, maintenant, avec le pick 14, dans ma NBA Mock Draft 2023, les New Orleans Pelicans sélectionnent Bilal Coulibaly. Enfin, le voilà, vous le réclamiez dans le chat pas mal. Est-ce que vous pensiez vraiment que j'allais l'oublier? Eh bien non, vu que je l'imagine. Jeudi soir, choisi en 14 par les Pelicans, si, bien sûr, d'ici là, l'équipe de Nolan n'effectue pas un transfert pour, comme il se murmure, essayer d'aller choper Scoot Henderson. Je sais pas ce que valent ces rumeurs, mais effectivement, ça se dit de plus en plus que les Pels pourraient faire un pack à partir de leur pick 14, et peut-être, pourquoi pas, un Brandon Ingram, pour aller chercher un Scoot Henderson. Mais aujourd'hui, on parle pas des trades, et si l'ordre reste comme ça, moi je pense que ce serait pas une mauvaise idée, d'aller chercher Bilal Coulibaly avec le pick 14 s'il est encore disponible. En fait, si je le vois partir plus bas que pas mal d'observateurs qui le voient dans le top 10, et je pense qu'ils ont complètement raison, c'est eux les spécialistes, c'est pas moi, mais c'est que, à mon sens en tout cas, dans ma vision des choses, et c'est ce que j'expliquais un petit peu quand je parlais de Grady Dick à Dallas plus tôt, j'ai l'impression qu'il est un petit peu moins, un poil moins près, un poil moins sûr peut-être à terme que pas mal d'extérieurs que j'ai fait partir avant, même si par rapport à eux, on a un Bilal Coulibaly qui possède a priori un plafond qui est plus haut, a plus de potentiel aussi, mais peut-être moins de certitude sur le moment présent, et c'est vrai que si on est dans un scénario où il se développe de façon ultime, je peux potentiellement imaginer de grandes choses pour Bilal Coulibaly. Quoi qu'il en soit, ses atouts physiques, sa capacité à jouer des deux côtés du terrain, mais aussi ses bonnes prises de décision que j'ai kiffé en playoff cette année en Betclic Elite, ses cuts aussi, ses qualités de playmaker qui sont un petit peu développées, tout ça, ça fait que Bilal, c'est quand même un prospect très intéressant, et encore plus après avoir passé une saison pro chez les Mets, même s'il a pas non plus énormément d'expérience dans le bagage, et qu'il a vécu une ascension fulgurante dans les mock drafts avec ce qu'il a pu montrer dans la lumière de Victor Wembanyama.
Il a pu atteindre les finales, et ça, mine de rien, dans un bagage, c'est bien d'avoir vécu ça, et d'avoir eu un gros rôle dans cette équipe qui joue les finales du championnat de France, après même avoir fait des énormes matchs en demi-finale face à l'Asvel. Et là, moi, je me dis qu'avec sa capacité à défendre sur les postes 1, 2 et 3, Bilal, Anola, derrière un CJ McCollum, par exemple, hein, s'il reste, ça peut être une option super intéressante, parce que McCollum, on le sait, c'est pas non plus le meilleur défenseur du monde. Et là, on a un Koulibaly, quand il s'agira de lockdown d'un adversaire qui peut prendre feu sur certaines phases, moi, je pourrais le mettre sur le terrain. Et imaginez un Dyson Daniels et un Bilal Koulibaly qui pourraient aller mettre la pression sur leur porteur, avec leur envergure de fou furieux et leur science défensive à tous les deux, et leur agressivité défensive, je le cache pas, moi, ça me ferait kiffer. Ça peut vraiment étouffer un mec, tout ça. Chez les Pels, on a déjà beaucoup de forwards, donc densifier la rotation, parce que c'est vrai, il peut jouer au poste 3, Bilal, mais il peut aussi jouer au poste 2, et densifier cette rotation derrière CJ McCollum dans un profil qui, j'en suis sûr, sera utile au vu de ce qu'il peut faire des deux côtés du terrain, ça me semble pas inintéressant du côté de New Orleans. Et pour Bilal Koulibaly, et ça m'étonne un petit peu, parce que pour moi, s'il est encore disponible, le fit est quand même bon à Nola, mais vous êtes que 50% à penser que c'est un bon fit, donc ça veut dire que 50% d'entre vous le laisseraient passer s'il était encore disponible avec le choix à 14. Dans la mesure où la plupart des mocks le voient plus haut, j'avoue que je suis assez surpris de voir les résultats du sondage, mais vous avez sûrement de bons arguments. Bon, après, j'ai lu, ça fera peut-être trop de défenseurs du côté de la Nouvelle-Orléans avec des mecs comme Dyson Daniels et Herb Jones. Pour moi, non, on n'a jamais trop de défenseurs. Surtout que Bilal, même si c'est vrai qu'il doit encore polir son jeu offensivement et scorer un peu plus, il peut être très intéressant, que ce soit en contre-attaque ou off-ball. Et non, pour moi, on n'a jamais trop de défenseurs dans une équipe. Je suis surpris, mais bon, c'est votre choix, c'est du 50%. Pour moi, Bilal Koulibaly à Nola, il peut faire quand même de belles choses, et encore plus, comme je disais, derrière un McCollum qui est très limité, lui, défensivement. Avec le choix numéro 15, dans ma NBA Mock Draft 2023, les Atlanta Hawks sélectionneraient Cason Wallace de Kentucky. Et à Atlanta, parce que maintenant, là, de moins en moins, on s'en rend compte, on arrive au choix 15, de moins en moins, il va falloir espérer avoir des titulaires dès leur saison rookie. Et je trouve qu'à Atlanta, derrière la paire Trae Young des jeunes Murray, il manque un arrière de qualité, qui est capable de prendre le relais sur soit le poste 1, soit le poste 2, qui peut porter un minimum la balle, et surtout, apporter de nouvelles options à Quinn Snyder en sortie de banc. Et moi, je trouve que Cason Wallace, avec ses qualités, en bon combo guard qu'il est, il semble déjà tout à fait en mesure d'assumer ce rôle, hein. Non seulement, moi j'aime le fait qu'il puisse jouer dans plusieurs line-up, j'apprécie qu'il sache créer son tir aussi, c'est important, il est bon aussi de loin, 35% quasiment c'est propre, mais surtout avec lui je kiffe fort à quel point défensivement, là ça s'est vu en NCAA, il était complètement capable d'éteindre un porteur de balle, que ce soit sur demi ou sur tout terrain. Pour moi, à son poste, c'est peut-être le meilleur lockdown de cette cuvée de draft, Cason Wallace, vraiment, il comprend super bien les rotations défensives, il anticipe un paquet de lignes de passe aussi, il garde les mains constamment actives, j'adore vraiment ce qu'il est capable de mettre en place défensivement. Ajoutons à ça que balle en main, ça reste un bon passeur, qui est capable de sanctionner un minimum de loin, comme je disais plus tôt, mais aussi de scorer pas mal de points dans la raquette en tant que slasher finalement, et ça fait pas mal de qualités qui feront du bien aux Hawks, je trouve, hein, derrière leur duo Trae Young déjeuneté. Après, ok, des fois offensivement, on pourrait avoir l'impression, ou même c'est lui qui donne cette impression, qu'il peut manquer d'agressivité au scoring. Ceci dit, est-ce que c'est vraiment grave? À Atlanta, de toute façon, Young et Murray, ils vont en marquer des brouettes de points, mais on a aussi Bogdan Bogdanovic qui va scorer des points en sortie de banc. Donc ce sera pas vraiment un souci si Cason Wallace score peu. Par contre, tu l'envoies dans des missions défensives, et tu sais que tu peux lui faire confiance pour porter la balle et jouer avec les autres, et je me dis que ça peut être un très bon backup du côté des Hawks, et voilà pourquoi je le sélectionne en 15 dans ma mock draft. Pour Cason Wallace, vous aimez bien ce pic du côté d'Atlanta. 92% de oui, encore une fois, une grande majorité d'entre vous pensent que c'est un super choix pour ces Hawks. Vous confirmez le fait que avoir un mec qui peut défendre comme ça, mais aussi porter la balle et soulager le duo Young-Murray ferait du bien à ces Hawks. Donc let's go, on va pas en faire plus là-dessus. Globalement, on est assez d'accord pour Cason Wallace. Avec le pick numéro 16 dans ma NBA Mock Draft 2023, le Utah Jazz sélectionnerait Keyonte George. Et là, moi, je me dis, si Bilal avait encore été dispo, oui, clairement, avec le pick 16, à Utah, j'aurais vraiment pas hésité à le sélectionner. Vraiment, parce que, on le sait, hein, je le disais tout à l'heure, à quel point le Jazz est intéressé par Bilal Koulibaly, et que, je pense, en neuf, ils peuvent trouver mieux. Cependant, dans mon scénario, même si vous ne validiez pas, le Français est déjà parti avec le pick des Pels en 14, du coup, pour le Jazz, il faut peut-être se tourner vers d'autres solutions. Avec leur pick 9, j'aurais déjà fait prendre Taylor Hendricks, donc maintenant, il leur faut un profil différent. Et je trouve que si on fait une revue d'effectifs, les deux positions où les doutes sont les plus présents, peut-être, c'est sûrement les postes 1 et 2. Et ça tombe bien, c'est exactement les postes que Keyonte George est capable d'occuper. C'est un spécialiste du scoring, on sait aussi que Utah apparemment est intéressé par le joueur, mais moi je trouve qu'il est très bon pour
enfin, il est considéré comme un scoreur, mais je trouve aussi qu'il est très bon pour, c'est pas non plus, il tourne à moins de 3 passes par match, mais pour fixer ses adversaires et essayer de trouver ses potes, je le trouve très bon là-dessus. Je trouve qu'il fait quand même des bons choix, en tout cas qui se sont développés au fur et à mesure de l'année, et je me dis que Keyonte George, là, sur les postes arrière, il pourrait apporter beaucoup de dynamisme sur le banc du Jazz, et potentiellement peut-être même prendre la place d'un Jordan Clarkson en tant que joker offensif, si celui-ci devait faire ses valises, parce qu'il a la possibilité d'être agent libre cet été, Clarkson. À Baylor, c'est ce que je disais, moi je trouve qu'il a pris le temps en plus de prendre de l'XP, il a pu mûrir son jeu aussi, Keyonte George, apprenant notamment à être utilisé off-ball, malgré son adresse de loin qui est très prometteuse, hein, mais qui est irrégulière. Et même si, clairement, c'est pas le joueur le plus athlétique du monde, il arrive à compenser, avec un bon physique, avec de bonnes épaules, qui lui permettent d'accéder facilement au cercle, qui lui permettent de résister au contact aussi, j'aime bien, et même si c'est pas non plus un expert défensif, pareil, ce physique, cette espèce de buste assez large, ça lui permet de se montrer efficace défensivement. À Utah, en vrai, j'ai l'impression qu'il pourrait correspondre à pas mal de choses qu'on recherche, et finalement aussi fitter avec l'effectif déjà en place. Il correspond au profil que Danny Ainge pourrait rechercher à la draft, donc let's go, s'il est encore disponible, Keyonte George en 16, ça me semble être une bonne idée pour le Jazz. Pour Keyonte George, ça vous plaît bien, hein, ça vous plaît bien de l'avoir à Utah, pour vous ça peut être un style, c'est clair que c'est un joueur qui doit être poli encore, c'est un joueur qui doit progresser, qui doit mûrir, qui doit gagner en discipline, qui doit vraiment progresser dans ses choix offensifs aussi, et sa sélection de tir, mais sa grosse énergie, son côté très bon scoreur aussi, son sens du panier, son potentiel, pour moi, ça peut être une petite pépite, ça peut être une petite pépite à condition qu'il se discipline, à condition qu'il continue son développement, et je pense que s'il est encore disponible au choix 16, Utah, qui comme je disais apparemment est intéressé par lui, aurait tort de le laisser passer encore une fois. Avec le choix 17 dans ma NBA Mock Draft 2023, les Los Angeles Lakers sélectionneraient Nick Smith Jr. Et pour moi, si on a un Nick Smith qui est encore disponible avec le pick numéro 17, les Lakers auraient vraiment tort de laisser passer cette occasion. En fait, on s'en rend compte, il y a tellement d'arrières, de toute façon, dans cette classe de draft, qui sont capables d'évoluer sur les postes 1 et 2, hein, comme c'est le cas de Nick Smith Jr., qu'il est parfois difficile de les hiérarchiser. Et, on a l'impression qu'ils sont à peu près tous au même niveau, qu'ils sont pleins de potentiel, et que autant il y en a un qui peut partir en 10, l'autre il peut partir en 25, ce serait pas non plus un scandale. Et donc ça a été dur, je trouve, de les classer dans cette mock draft, de trouver qui allait bien où, mais moi je me dis que même s'il y a un monde où il est clairement choisi plus haut, hein, Nick Smith Jr., il présente un mix de qualités qui sont super intéressantes, et il est capable de créer son shoot, il est capable de porter la balle, il est capable de jouer dur aussi, il est capable de finir près du cercle aussi, avec beaucoup de créativité, et avant qu'il connaisse ses blessures, hein, rappelez-vous, il y a quelques mois, l'arrière, il était carrément projeté top 5 ou top 8 de cette cuvée de draft, et ça c'était pas pour rien, c'est qu'il a vraiment du talent. Perso, moi j'aime vraiment beaucoup comment il peut tenir la gonfle, j'aime beaucoup comment il peut créer la séparation aussi avec son défenseur, j'aime beaucoup comment il peut scorer des points aux 3 niveaux aussi, et quand il prend un coup de chaud, il est capable de grosses séries à longue distance, et même si bien souvent, lui aussi peut poser question sur ses choix offensifs, ou même en défense, parce que c'est un mec qui va hustle, mais qui, à part son hustle, a pas grand chose pour l'aider du côté défensif, mais peu importe, parce que je me dis qu'il a vraiment les qualités pour peut-être, à terme, assumer le rôle de sixième homme dynamiteur, bien comme il faut, à terme en NBA de toute façon. Surtout qu'il faut le dire, on a aussi un arrière qui peut créer pour lui, mais qui peut aussi largement jouer off-ball, il peut rentrer des tirs très clutch aussi, il peut rentrer des tirs sur catch and shoot, et moi je me dis, entourer LeBron avec des mecs qui sont capables de mettre des tirs de loin, on le sait, ça a jamais été une mauvaise idée, et avec le départ potentiel de Dennis Schroeder qui va être free agent, je me dis que Nick Smith Jr. pourrait représenter une bonne solution de remplacement du côté de Los Angeles. Pour Nick Smith Jr., 68% a validé ce pick du côté des Lakers, je vois que ça divise, certains pensent qu'il mérite d'être plus haut, parce qu'effectivement, avant de se blesser, et, au niveau de son talent, on pensait qu'il serait top 8 de la draft, d'autres le prennent plus bas, parce qu'il a ce côté nonchalant qui inquiète, sa saison elle a été compliquée aussi à Arkansas, donc difficile de savoir. Au final, vous êtes 68% à valider. Moi je pense que sur les postes 1 et 2, et encore plus si Dennis Schroeder s'en va, il peut faire du bien à ses Lakers, grâce à son scoring notamment, même si j'aimerais que sur le terrain, il montre un petit peu plus d'envie. Espérons que s'il arrive à Los Angeles, le fait de jouer avec un mec comme LeBron le motive un petit peu à se donner à 100% tout le temps dès qu'il est sur le parquet, parce que c'est peut-être l'aspect mental principal qui lui manque actuellement à Nick Smith Jr. Maintenant, avec le pick 18 dans ma NBA Mock Draft 2023, le Miami Heat sélectionnerait Jet Howard de Michigan. Lui, on en parlait tout à l'heure au moment où j'évoquais son coéquipier Kobe Bufkin chez les Wolverines. Et si je le vois arriver, c'est pas juste parce que son père, Juwan, qui l'a coaché d'ailleurs cette saison à Michigan, y a fini sa carrière, même si j'aime bien l'idée. Mais c'est plutôt parce que je trouve qu'il présente des qualités et un potentiel qui finalement pourrait bien plaire à la paire Pat Riley et Eric Spoelstra. Lui,
c'est vrai, cette saison, il a vu sa cote un petit peu chuter au fur et à mesure, et parce que c'est vrai que sa saison en NCAA, ça a été un petit peu les montagnes russes. Et donc, je pense qu'avec Jet Howard, c'est assez certain, un peu de patience sera nécessaire. N'empêche que, physiquement, moi je trouve qu'il est déjà tout à fait prêt pour la NBA, il a des outils défensifs qui sont réels, même s'il n'arrive pas encore à les utiliser à 100%, et son tir extérieur, mine de rien, même si c'est pas non plus un super spécialiste, il est déjà bien réglé, notamment en catch and shoot, où il tourne à 36,8% à 3 points, comme vous le voyez. Et cette qualité, on le sait, ça peut être très apprécié du côté de South Beach. Maintenant même, un Jet Howard, pourquoi ne pas l'utiliser au poste 4 dans un dispositif small ball? On sait que Miami, on sait pas du tout ce que fera Kevin Love l'an prochain, on sait que Miami, ils ont besoin d'un poste 4. Je pense pas qu'il sera tout de suite prêt pour être titulaire, Jet Howard, mais à terme, pourquoi pas? Je pense que dans ce dispositif small ball que Erik Spoelstra peut utiliser, on le voit bien, il a utilisé Caleb Martin cette année en poste 4. Donc Jet Howard, qui fait 2m03, peut tout à fait utiliser ce poste, et je pense qu'avec son profil, il peut apporter une belle alternative à Erik Spoelstra dans le roster de Miami. Je pense que de toute façon, si Spo arrive vraiment à le mettre dans le bon rôle, et que à Miami, on a un Howard qui arrive à trouver un impact plus régulier en défense, il peut représenter un bon atout dans une rotation, même s'il sera primordial, c'est sûr qu'il prenne de l'expérience au plus haut niveau. De toute façon, un shooter qui est facilitateur aussi, parce qu'il a un bon sens du jeu, avec des outils défensifs intéressants, je pense que ça fit tout à fait dans ce roster de Miami, même s'il faudra espérer que cette fameuse hit culture puisse le rendre un petit peu plus tranchant et agressif des deux côtés du terrain, parce que moi c'est un petit peu ce que je lui reproche pour l'instant. Je veux, un petit peu comme je disais à Nick Smith Jr., je veux plus d'envie sur un terrain chez Jet Howard, s'il veut se faire sa place en NBA, et encore plus s'il arrive dans une équipe comme Miami. Pour Jet Howard, vous êtes 56% à valider ce choix. Certains, vous êtes encore plus sévère avec moi que ce que je l'ai été, pardon, pas avec moi, avec lui, que ce que je l'ai été, dans la mesure où vous le prendriez plus bas, dans la mesure où sa saison a été compliquée avec Michigan, quand je disais que c'était les montagnes russes, c'était pas pour rien, et que effectivement, sans agressivité, il fera pas son trou à Miami. Le truc, c'est que cette agressivité, je me dis, il peut la développer, à lui de le faire en tout cas, surtout dans une équipe comme Miami, et ce dont je suis sûr, c'est que le potentiel est là, le talent est présent. Donc s'il arrive à trouver cette mentalité, cette régularité et cet impact, je pense que ça peut être un bon choix à Miami. C'est un pari, c'est sûr, parce que ce potentiel, on sait jamais s'il arrivera à l'atteindre, mais de toute façon, moi je me dis maintenant, maintenant on n'est plus dans la loterie, et à partir du pic 15, 16, 17, 18, on est là aussi pour tenter des paris, et je pense que potentiellement, je peux pas le garantir à 100%, mais potentiellement le pari de Jet Howard pourrait être payant à Miami. Avec le pic 19 dans ma NBA Mock Draft 2023, les Golden State Warriors sélectionneraient Jordan Hawkins de Connecticut. Et bon, vous connaissez le raccourci facile qu'on aime bien faire, c'est que à Golden State, depuis la réussite de l'ère des Splash Brothers, on aime beaucoup les snipers qui sont capables de dégainer de partout en catch and shoot, les yeux fermés, et sans vouloir non plus trop rentrer dans les stéréotypes, c'est tout à fait le profil que présente Jordan Hawkins. Lui, il a gagné le titre avec UConn, il est déjà âgé de 21 ans, et j'aime bien que ce soit pas non plus un jeune de 18 ans qui doivent encore tout prouver. Non, lui, il a déjà joué en NCAA, il a déjà une petite expérience de la win, et je pense qu'il pourrait vraiment se régaler dans un jeu en mouvement comme celui de Steve Kerr. Maintenant, pour le moment, c'est clair. Jordan Hawkins, ça reste un joueur qui est très unidimensionnel, qui se cantonnera essentiellement à ce rôle de sniper off-ball, lui qui assurément n'est pas du tout un créateur né, il a besoin d'un meneur de jeu pour créer ses shoots. N'empêche que, encore une fois, on le sait, les shooters ça marche à Golden State, avec un mec comme Curry qui attire 3-4 défenseurs des fois, j'exagère à peine, oui, il pourra avoir des tickets shoot, le Jordan Hawkins. Après, à la fac, en plus de ça, je trouve qu'il a montré de belles choses en défense, grâce à son envie notamment. Lui, il en a de l'envie, il a une bonne envergure aussi, et donc maintenant, il faudra voir s'il arrive à prendre un petit peu de muscle quand même, pour éviter que son manque d'épaisseur devienne rédhibitoire en défense, parce que s'il se fait bouger dans tous les sens, même s'il va plutôt défendre sur des extérieurs, ce sera compliqué. Quoi qu'il en soit, moi je pense que dans un rôle de pyromane, qui peut prendre feu de loin, il est à 38,8% à 3 points en NCAA, s'il arrive à conserver sa confiance, parce que je trouve que confiance c'est un mot qui le définit bien, Jordan Hawkins, mais moi je suis assez persuadé qu'il pourrait trouver sa place dans la rotation de la team de San Francisco, surtout que même si Kerr, on le sait, a pris l'habitude d'être patient avec les rookies et de pas leur donner des opportunités tout de suite, je me dis que ces 2 ans de fac de Hawkins, ainsi que son rôle dans le titre des Huskies, ça pourrait peut-être bien convaincre Steve Kerr de lancer rapidement le shooter dans le grand bain, donc pourquoi pas, à mon avis à Golden State, avec un pick 19, un Jordan Hawkins, ça fit plutôt bien. Donc Jordan Hawkins à Golden State, ça valide plutôt fort, vous êtes 79% à penser que ça peut être un très bon fit, et effectivement, un mec qui shoot off-ball comme ça et qui peut être excellent en catch
and shoot, oui, et qui brille notamment dans les attaques en mouvement, même s'il est unidimensionnel, je pense que ça ferait du bien à Golden State, et la majorité d'entre vous confirme ça. Donc on y va, 79%, c'est plutôt cool, et on va continuer cette mock draft. Avec le 20e choix dans ma NBA mock draft 2023, les Houston Rockets sélectionneraient Bryce Sensabo d'Ohio State. Et à Houston, on s'en rappelle tout à l'heure dans mon scénario, avec le pick 4, on a déjà sélectionné Amen Thompson. Alors, avec le pick 20 maintenant, autant changer de profil, même si avec Sensabo, c'est clair que après un Amen Thompson qui score beaucoup, on continue vraiment à largement se tourner vers l'attaque. Mais c'est pas grave, parce qu'à Houston, je crois qu'on est déjà largement tourné vers ça. On verra ce que Udoka met en place comme style de jeu, mais je continue avec des joueurs très offensifs du côté de Houston. Dans son rôle d'ailier fort, qui est de petite taille, hein, mais il compense avec son poids et son physique de tank, pardon, loin de moi cette idée-là, je pense que Sensabo, il peut tout à fait apporter vraiment son scoring chez les Rockets, parce que lui, il a pas forcément besoin du ballon pour s'exprimer, et pourtant, ça reste un attaquant qui est gifté, qui est ultra complet, qui est aussi bien capable de marquer des points dans la peinture que de sanctionner à longue distance, où il tourne à plus de 40% de réussite. Et donc ouais, il faut pas se fier à son physique de bourrin, hein, où on a l'impression que ces mecs-là n'ont pas de main, ils sont pas adroits et ils vont juste jouer sous le panier. Pas du tout. Ça peut être un vrai sniper en catch and shoot, Sensabo, et qui peut être vraiment très adroit depuis le parking. Donc même si parfois c'est vrai, et ça peut jouer en sa défaveur, il peut sembler un petit peu lourd en défense et manquer de mobilité, ce qui l'emmène à faire beaucoup de fautes, et il va falloir qu'il polisse ça et qu'il soigne ça quand il va arriver en NBA, sinon il aura pas de temps de jeu. Moi je trouve que son physique compense, et avec son buste, il arrive vraiment à être un minimum utile en défense, quand il arrive à être un minimum discipliné. Donc moi je me dis que s'il y a vraiment une traction Jalen Green, Amen Thompson chez les Rockets, continuer à apporter du shoot derrière Jabari Smith Jr., ça peut être une bonne idée à Houston, et Bryce Sensabo, pour ça, j'ai l'impression qu'il possède les qualités requises. Pour Sensabo, vous êtes 64% à valider ce pick. C'est vrai, je comprends tous ceux qui valident pas en disant ça fait quand même un scoreur de plus, alors un croqueur de plus. Moi j'irai pas jusqu'à dire que c'est un croqueur, mais c'est vrai qu'il aime beaucoup shooter, mais ça peut faire peut-être beaucoup de joueurs offensifs du côté de Houston, et qu'il y aura pas des tickets shoot pour tout le monde. N'empêche que moi j'arriverai à limiter ça dans la mesure où il arrivera à se démarquer de mecs comme Jalen Green, comme Amen Thompson ou comme Jabari Smith Jr. Il a beaucoup moins besoin du ballon pour s'exprimer, et lui rien qu'en l'oubliant dans un corner, il peut faire du mal, et ça peut très bien compléter ce qu'il y a déjà en place du côté des Rockets. Donc je comprends ceux qui ont mis non, mais moi j'arrive quand même à y croire un petit peu à Sensabo à Houston. Avec le pick 21 maintenant de ma NBA Mock Draft 2023, les Brooklyn Nets prendraient Brandin Podziemski de Santa Clara. Et là, on s'en rend compte, les Nets ont 2 picks de suite. Ce qui, sauf en cas de transfert, ça pourrait arriver un transfert, leur donne pas mal de liberté avec leur choix 21. Du coup, quand je regarde leur effectif, je me dis qu'à Brooklyn, un arrière qui serait sérieux, un arrière qui serait intelligent, qui peut scorer aussi et prendre feu de loin, ça ferait pas de mal. Bien sûr, on pourrait se dire que les stats de Podziemski sont bien gonflés du fait qu'il évoluait dans la petite fac de Santa Clara. Ceci dit, quand on voit que cette fac, quand on voit que ce programme a produit Jalen Williams l'année dernière, ce serait dommage de pas s'intéresser un petit peu à ce que l'arrière peut produire. Et en fait, moi je me dis qu'au vu de la densité qu'il y a déjà à Brooklyn sur les ailes, je me dis qu'un arrière, ça ferait pas de mal dans l'effectif. Mais je voulais que cet arrière, il ait un profil différent d'un Cam Thomas, que les Nets pourraient continuer à développer, et qui lui peut vraiment prendre feu grâce à un jeu en ISO. Podziemski, lui, il me semble posséder un profil qui est différent, comme je disais, parce que sa spécialité clairement c'est le catch and shoot. Il est assez unidimensionnel, voire très unidimensionnel, c'est sûr, surtout qu'il défend que très peu, il faut en être conscient, mais quand je vois que le gars il est capable de tourner à plus de 44% même derrière la ligne, quasiment 44% derrière la ligne en NCAA, avec un gros volume de tir en plus, je me dis qu'en disposant de 2 picks de suite, le pari peut valoir le coup d'être tenté chez les Nets. De toute façon, en NBA, je pense pas que Podziemski ça devienne une star un jour. Par contre, ça peut devenir un vrai role player dans son rôle de sniper, de sniper. Il pourrait, je pense, grâce à ses qualités de shoot, vraiment se construire une carrière dans la grande ligue. Et pourquoi pas à Brooklyn, encore plus si Seth Curry s'en va, vu qu'il est free agent cet été. Je pense que à terme, il peut prendre sa place dans son rôle de gros shooter qui peut évoluer sans la balle. Bon, pour Podziemski, vous êtes 75% à valider ce choix. Je pensais pas qu'il y aurait un si bon score. Je pensais que vous auriez plus de doutes sur Podziemski. C'est vrai que je l'ai lu dans le chat et que j'en ai pas parlé. C'est un playmaker qui est bon, qui est sous-estimé dans ce domaine, et c'est bien de le préciser aussi. Pour moi, il reste très unidimensionnel, je vais pas le cacher, il défend toujours pas, ça reste quand même surtout un shooter en catch and shoot, mais à Santa Clara, où il a eu pas mal de ballons, il a pu montrer qu'il pouvait créer le jeu un petit peu pour lui et pour les autres. Il a tourné quasiment à 4 passes par match, il tourne quand même quasiment à 9 rebonds aussi. C'est un joueur qui a beaucoup d'énergie, et
Peut-être que c'était sévère quand je disais qu'il était unidimensionnel, mais voilà, on va pas le cacher, sa spécialité c'est le tir, et à Brooklyn je pense qu'il pourrait avoir un bon rôle de sniper chez les Nets. Avec le pick 22 dans ma NBA Mock Drafts 2023, les Nets, qui du coup choisiraient 2 fois de suite, comme j'expliquais avant, s'ils ne faisaient pas de trade, choisiraient Chris Murray de Iowa. Bon, là, on l'a vu, avec Podziemski, on vient de drafter un arrière. Et chez les Nets, moi, je parlais notamment de la grosse densité de joueurs au poste 3 précédemment. Du coup, je me dis que le choix d'un intérieur à Brooklyn, ça peut sembler logique. Pour ça, j'ai fait simple, je suis tout simplement allé chercher celui qui, à mes yeux, était encore le meilleur disponible sur les postes 4 ou 5. J'ai nommé Chris Murray, le jumeau gaucher de Keegan. Lui, déjà, il est âgé de 22 ans, mais je le vois vraiment tout à fait en capacité d'assumer un vrai rôle dès sa saison rookie. Et son adresse de loin, à lui aussi, ainsi que sa polyvalence, elle pourra tout à fait compléter la doublette intérieure qui pourrait former potentiellement avec Nick Claxton. Moi j'aime bien, lui principalement aussi il est efficace off-ball, mais avec les responsabilités qu'est en train de prendre Michael Bridges en tant que ball handler, ce sera pas un problème je pense d'avoir un catch and shooter de plus comme Chris Murray qui lui évoluera au poste 4. Surtout que je trouve, il est expérimenté aussi Chris Murray, il a une bonne science du jeu, une bonne gestion des timings aussi sur des cuts, et je trouve que oui, il peut proposer tout un paquet de solutions aux porteurs de balles, et j'aime bien, ce sera sûrement très utile à Jacques Vaughn là dans l'optique de fluidifier son attaque, d'avoir un poste 4 catch and shooter comme peut l'être Chris Murray. Si on ajoute à ça qu'il possède aussi de bons outils défensifs qui lui permettent d'être efficace au moins sur les postes 3 et 4, voire même peut-être certains postes 5, je me dis que Murray il apporte pas mal de certitude à l'approche de la draft avec justement son expérience et son QI basket, et même si effectivement son potentiel laisse un petit peu à désirer, après la draft de Podziemski qui pour moi était un petit peu plus un pari, c'est peut-être pas mal à Brooklyn d'enchaîner avec un deuxième choix qui lui serait un petit peu plus sûr en termes de niveau plancher, donc Chris Murray correspond à ça, et avec le pick 22, let's go, moi je l'envoie chez les Nets. Pour Chris Murray, ça vous plaît bien l'idée qu'il arrive à Brooklyn, parce que vous êtes 88% à valider ce choix, un des plus gros pourcentages depuis le début de ce live. Voilà, je pense que vous validez un petit peu toutes les qualités que j'ai données, et que oui, il pourrait apporter pas mal de choses à Brooklyn, donc let's go. Est-ce qu'il y a besoin d'en faire plus? Non, sinon je vais me répéter. Chris Murray apparemment ça vous plaît bien du côté des Nets. Maintenant, on arrive avec le deuxième choix de Portland, qui tout à l'heure avait sélectionné dans mon scénario Brandon Miller. Et avec le 23e choix dans ma NBA Mock Draft 2023, les Portland Trail Blazers sélectionneraient James Nagy de Barcelone en Espagne. Enfin, un autre pivot après Derek Lively. Et quand je disais que cette QV elle était pauvre au poste 5, je plaisantais pas. À Portland, rappelez-vous, comme je disais tout à l'heure, j'ai choisi Brandon Miller avec le choix numéro 3. Et je me dis que maintenant, apporter un petit peu de présence intérieure derrière Nurkic, où il y a quasiment personne en rotation derrière lui, mais ça ferait pas de mal. Bon, maintenant, mon petit souci à Portland, c'est qu'avec Nagy, il va falloir être extrêmement patient. C'est un joueur qui est encore très raw, très brut, et qui définitivement a besoin de beaucoup d'expérience, après avoir galéré à obtenir des minutes dans le gros club qui est Barcelone. Ça pourrait potentiellement être rédhibitoire du côté des Blazers si l'équipe ne veut que des joueurs prêts à performer tout de suite. Mais le problème, c'est que pour le moment, on sait pas où ils vont les Blazers. On sait pas encore s'ils vont garder Lillard, on sait pas encore s'ils vont le transférer, on sait pas trop ce qui va se passer. Et ça m'étonnerait pas qu'ils fassent pas mal de trades le soir de la draft. Et quoi qu'il en soit, moi je me dis, quand je regarde l'effectif actuel, il y a un gros manque, c'est ce que je disais au poste de pivot. Et James Nagy, avec son physique de gros Golgoth, il possède des outils qui donnent envie de tenter un coup, même si c'est un pari pour l'avenir. Mais avec un 23e choix, on peut tenter un coup. Même si ça reste très limité, et comme je disais, il est très raw, il reste quand même ce genre de joueur qui est surathlétique, qui peuvent être très performants pour protéger le cercle, qui peut poser de gros écrans, qui peut mettre des putbacks aussi sur rebond offensif, et aller chercher tout un paquet de passes lobées sur pick and roll. C'est un mec qui est incapable de s'éloigner, c'est sûr, mais dans la peinture, lui qui reste finalement assez mobile en plus pour son physique, qui peut aussi jouer le rôle de rim runner, moi je me dis qu'on a quand même un pivot qui potentiellement peut devenir à terme une vraie bête dans les années à venir en NBA, à condition qu'il arrive à justifier son potentiel, et on le sait, le potentiel c'est très hasardeux. Donc c'est pas forcément mon choix préféré, parce que pour moi il y a quand même énormément de doutes sur sa capacité à atteindre son potentiel, mais au vu de la faible profondeur de Portland au poste de pivot, mais aussi quand je vois le peu de pivots disponibles qui restent, Nagy, ça peut quand même être un joueur qui vaut le coup d'œil, je me dis, pour les Blazers. Avec James Nagy, c'est du 50-50. Vous êtes la moitié à dire que c'est un bon pick pour Portland, l'autre moitié à dire que ce n'est pas un bon pick pour Portland. Et j'arrive à comprendre les deux. Les oui, je vais pas les justifier, parce que ça veut dire que vous êtes à peu près d'accord avec tout ce que je viens de dire avant. Les non, c'est tout simple, c'est parce que, on est d'accord, il présente énormément de doutes, et au niveau du toucher, près du cercle, il a un petit peu des mains de beurre, c'est compliqué. C'est pour l'instant, il a ce côté vraiment brut épaisse, super athlétique, super physique, mais qui a pas encore tout le reste du vrai bagage du basketteur. Donc pour ça, il y a des doutes. J'ai les mêmes que vous, donc je comprends très bien les noms, mais comme je disais plus tôt,
bah Portland, il faut du monde au poste 5 et au poste 23, même si ça marche pas, bah, au moins t'as tenté un coup. Et si ça marche bien, James Nagy, sait-on jamais, hein, s'il atteint son potentiel, ça peut finalement être un très bon coup, même si, évidemment, j'ai quelques doutes à ce propos. Maintenant, avec le choix 24, dans ma NBA Mock Draft 2023, les Sacramento Kings prendraient Rayan Rupert. Et voilà, un troisième français dans le premier tour de ma mock draft. Et je spoil, ce sera le dernier, parce que malheureusement, j'imagine que Sidi Sissoko pourrait sortir du top 30. En tout cas, il est pas dans mes 30, donc désolé. Pourtant, c'est un joueur que j'aime bien, mais au vu des dernières tendances, je suis pas sûr qu'il puisse faire un premier tour, même si je lui souhaite. Mais bon, parlons de Rayan Rupert, et moi je trouve qu'avec son éthique de travail, hein, qui est assez reconnue, sa très grande envergure, qui a été évaluée à 2m18, et ses qualités défensives, qui intriguent dans le bon sens du terme beaucoup de GM, drafter Rayan Rupert, ça pourrait être un vrai bon plan pour les Kings s'ils s'intéressent à lui et qu'il est encore disponible à ce moment-là, parce que je sais que pas mal de mocks l'imaginent choisi un petit peu plus tôt. Et ça pourrait être encore un plus bon plan de s'intéresser à lui si Harrison Barnes devait faire ses valises à la free agency. Donc maintenant, bien sûr qu'il va falloir qu'il se développe un petit peu plus offensivement, qu'il fasse des progrès en attaque, et ça, ce sera pas attendu à long terme, hein, ce sera attendu même à moyen terme, notamment pour ce qui est du tir extérieur. N'empêche que malgré ça, je pense que le potentiel défensif de Rayan, que j'avais bien développé, hein, dans un Airball Project que j'avais sorti à son sujet, pourrait lui suffire finalement pour obtenir un rôle dans quelques années en NBA, dans ce côté lockdown qu'il peut avoir, un domaine où il est vraiment brillant. Surtout que bon, je pense que son jeu, même si comme je disais il doit faire des progrès offensifs et au niveau du tir, ça l'empêchera pas de se fondre collectivement dans le moule de Sacramento, parce que ça reste un joueur qui a quand même un certain QI basket, une certaine science du jeu, qui a une certaine maîtrise des placements aussi, et qui ne sera pas non plus handicapant dans une attaque. Donc à Sacramento, même si l'équipe a montré cette saison qu'elle pouvait avoir de vraies ambitions, on a un roster qui reste très jeune, et rien ne presse en plus, rien ne presse. Donc voilà pourquoi je me dis que derrière Werther et Monk, hein, qui sont pas du tout des spécialistes défensifs au poste 2, Rupert pourrait vraiment apporter cette espèce de côté lockdown, ce côté défenseur élite, que les Kings ne semblent pas vraiment posséder jusque-là pour défendre sur les postes 2-3 adverses, et pourquoi pas tenter le coup avec Rayan Rupert, qui lui, je pense, face à certains joueurs ou certains adversaires, pourrait être envoyé en mission défensive. Donc encore une fois, j'ai pas non plus énormément de certitude, mais je trouve que au moins ça varie, parce que les Kings ont peut-être besoin de joueurs et de défenseurs comme lui. Et pour Rayan Rupert, grosse surprise, je pensais qu'on en aurait pas aujourd'hui, parce que même Victor n'a pas eu ça, mais pour la première fois, on a un joueur qui a 100% de oui. Donc apparemment, un Rayan Rupert à Sacramento, ça vous hype de ouf, et j'aime bien ça, parce que moi j'étais plutôt convaincu par Rayan à Sacramento, mais vous me confirmez que ça peut être un très bon choix, parce que tous les votes confirment que Rayan Rupert pourrait être un bon choix pour les Kings, donc let's go, j'ai presque envie maintenant qu'il atterrisse là-bas. Avec le choix 25 dans ma NBA Mock Draft 2023, les Memphis Grizzlies choisiraient Noah Clooney d'Alabama. Et à Memphis, on l'a vu, avec les blessures de Brandon Clark et de Steven Adams, on a un secteur intérieur qui s'est montré bien décimé en playoff et en fin de saison. J'ai beau apprécier ce que fait Tillman, j'aime bien aussi la fougue de Kenneth Lofton Jr., même si je sais pas s'il aura beaucoup de temps de jeu un jour, je me dis que un petit peu de renfort dans la raquette pour épauler Jaren Jackson Jr., ça ferait pas de mal à ces Grizzlies. Voilà pourquoi, avec leur 25e choix, j'aurais envie de leur sélectionner Noah Clooney. Ce que j'apprécie avec lui, c'est justement sa polyvalence et sa capacité à dépanner à tout plein de postes, dans tout plein de secteurs. En défense, c'est un mec qui est mobile, latéralement, hein, et qui peut protéger le cercle aussi, mais qui est aussi capable de rester super solide sur ses appuis, c'est important. Il sait utiliser sa taille pour dissuader, il fait quand même 2m08, et je trouve qu'il pourrait apporter une bonne solution de remplacement à Triple J lorsqu'il ira souffler sur le banc. Je l'imagine pas titulaire, mais quand Jaren Jackson Jr. ira souffler, dans un profil de défenseur qui peut faire beaucoup de choses sur un terrain, qui peut aussi protéger le cercle, pourquoi pas envoyer un Noah Clooney. Ajoutons à ça que j'aime bien sa façon de sentir le jeu aussi, je trouve que c'est un mec qui fait de bonnes cuts, qui hésite pas à prendre ses tirs de loin aussi, avec une gestuelle qui est très propre, même si jusque là ces pourcentages suivent pas, il faudra peut-être qu'il prenne confiance et qu'il prenne de l'expérience pour mettre ses tirs, et je trouve que son profil est plutôt cohérent pour s'intégrer dans le roster de Taylor Jenkins, surtout que à 18 ans il fera partie des joueurs les plus jeunes draftés la semaine prochaine, et peut-être que son potentiel, en tout cas moi j'y crois, son potentiel est intéressant, et je trouve que Noah Clooney là, du côté des Grizzlies, ça fit plutôt pas mal. Pour Noah Clooney, ça vous plaît bien, 82% de vous pensez que ça peut être un bon pick, Clooney aux Grizzlies, parce que c'est un soldat, un guerrier, hein, qui rentre bien dans cette culture grit and grind, hein, qui continue à perdurer du côté de Memphis. Voilà, bon rebondeur, bon poseur d'écran, un mec qui se bat, qui sait faire plein de choses, qui est polyvalent. Vraiment le style de joueur que Taylor Jenkins peut kiffer. Donc Clooney à Memphis, ça vous plaît bien, et ça tombe bien, ça me plaît bien moi aussi. Avec le pick numéro 26, du côté des Indiana Pacers, dans ma NBA Mock Draft 2023, la franchise choisirait
Dariq Whitehead de Duke. Bon, peu à peu, là, on arrive à la fin de cette mock draft, et évidemment que c'est à ce moment-là qu'il commence à y avoir le plus de différence entre toutes les mocks qu'il y a, parce que autant les premiers choix, ils sont pas obvious, mais il y a plus de certitude, là, on a le droit de s'octroyer un petit peu plus de liberté. Et je me dis que les Pacers, après avoir pris Jarris Walker en 7, en attendant leur pick 29, et bien avec le pick 26, si bien sûr ils conservent tous leurs choix de draft, et ça j'y crois moyennement, et bien je me dis pourquoi pas tenter le coup de Dariq Whitehead. Là, c'est un joueur qui a seulement 18 ans, et c'est un extérieur qui est super scoreur, et qui à la base, en début de saison, était attendu bien plus haut, mais malheureusement, une blessure qui a été assez inquiétante au pied, qui a vraiment fait s'écrouler sa cote là au fur et à mesure de la saison. Ça ne l'a pas empêché, cependant, moi j'ai trouvé à Duke de bien finir sa saison, et de remonter un petit peu sa cote, et je trouve que c'est prometteur. Moi, ce que j'aime, c'est que même si les Pacers disposent de pas mal de monde, sur les postes 2 et 3, ben Whitehead, avec sa capacité à scorer en catch and shoot, à jouer off-ball, ben il pourrait peut-être être un très bon fit, à côté d'un Bénédicte Mathurin qui est plus un scoreur en ISO aussi, même s'il peut aussi se débrouiller en catch and shoot. Et Whitehead, ben un petit peu comme tous les joueurs qui peuvent arriver à Indiana, il pourrait aussi très bien profiter des caviars qu'un mec comme Tyrese Haliburton lui distribuera. Lui qui tourne, on le répète, et c'est écrit à plus de 42% à 3 points, c'est propre. Même si évidemment là il faudra faire des choix, parce qu'avec Andrew Nembhard, avec Chris Duarte aussi, on a un Rick Carlisle qui aura la lourde tâche d'établir une hiérarchie cohérente sur les postes extérieurs. Pas sûr que Whitehead ait beaucoup de temps de jeu, mais bon, de toute façon j'ai l'impression que là le roster d'Indiana a un petit peu des jeunes à tous les postes, donc faut tenter un coup. Je pense que son potentiel est là. Pour moi ça peut être un style, s'il reste en bonne santé. C'est un mec qui est très vif, j'aime qu'il soit à l'aise aussi avec son pull-up, qu'il puisse créer son tir, et même si clairement il a des progrès défensifs à faire, je pense qu'avec un choix 26, si son corps veut bien tenir, on a un Duke qui pourrait être une bonne petite surprise dans les années à venir pour Indiana. Bon, Dariq Whitehead, vous aimez bien l'idée à Indiana. Après, si vous validez beaucoup, j'ai l'impression, si vous êtes 92% à valider, c'est que vous pensez qu'il sera pris plus haut. Moi j'ai des doutes dans la mesure où son opération du pied là, elle est très inquiétante. Elle est très inquiétante et on sait pas du tout comment il va se remettre, à quel niveau il reviendra, et moi ça me donne quelques limites sur lui. Les joueurs qui présentent des incertitudes sur la santé, je suis pas forcément pour les drafter plus haut. C'est pour ça que dans ma mock il tombe au pick 26. Par contre, vous êtes d'accord pour dire s'il tombe jusque là, Indiana doit le prendre, malgré le fait qu'ils ont déjà beaucoup de joueurs à son poste. Ça peut être un style, je le répète, ça peut être un style. Pour moi la clé ce sera sa santé, mais s'il arrive à rester en bonne santé et à progresser un minimum en défense, Whitehead ça peut être un choix cool pour ces Pacers. Avec le choix 27 désormais dans ma NBA Mock Draft 2023, les Charlotte Hornets choisiraient Leonard Miller de G-League, de la Ignite Team. Et à Charlotte, rappelez-vous, tout à l'heure, avec le choix 2, je leur ai fait drafter Scoot Henderson, déjà en provenance de G-League. Alors je me dis, pourquoi ne pas aller continuer à taper dans ce vivier en allant choper son coéquipier de la Ignite Team, Leonard Miller? Bon, c'est pas pour ça que je vais le mettre en me disant que ce sera cool d'avoir deux joueurs de G-League ensemble, mais je trouve ça quand même pas inintéressant, parce que pour moi, au vu des blessures à répétition de Gordon Hayward, qu'on les connaît sont très fréquentes à Charlotte, et du statut de free agent de Kelly Oubre, je me dis, un ailier supplémentaire, ce serait pas mal venu chez les Hornets, et ça tombe bien, c'est tout à fait le poste qu'occupe Leonard Miller. Moi, ce que j'aime bien avec lui, c'est sa taille, déjà, de 2m08, et avec sa belle envergure aussi, avec ses belles qualités athlétiques, sur le terrain, il peut absolument tout faire, vraiment, mis à part peut-être marquer de loin, par contre, non, pas vraiment, parce que le tir de loin, c'est pas sa spécialité, et le tir extérieur, c'est peut-être le domaine de son jeu qui est le plus en chantier, avec une mécanique qui demande encore probablement beaucoup de taf. Hormis ça, c'est quand même un joueur qui peut au minimum porter la balle, qui peut attaquer le cercle, qui peut évoluer off-ball aussi, qui peut proposer de bons cuts, qui peut jouer beaucoup en transition, et surtout, finir avec talent, grâce à son toucher près du cercle, et même ses bonnes qualités athlétiques. Donc, en transition, c'est ce que je disais, ça peut être un très bon joueur en contre-attaque. Il se régalait déjà des passes que lui envoyait Scoot Henderson en G-League, donc ça il pourrait continuer à le faire si mon scénario se réalise. Et si on lui ajoute un LaMelo Ball, c'est vrai que je pense qu'un Miller pourrait trouver sa place à Charlotte et trouver les bons ballons qui lui permettront de briller dans ce rôle de fusée un petit peu qui va toujours de l'avant en transition. Donc en défense, son corps aussi, de toute façon je trouve qu'il est polyvalent partout, son corps lui permet vraiment de faire beaucoup de choses, de switcher aussi, avoir des mains actives, et même si globalement c'est quand même un joueur qui devra prendre beaucoup de maturité, notamment dans ses choix des deux côtés du terrain, comme beaucoup de mecs issus de la G-League de toute façon, et comme beaucoup de mecs de 19 ans globalement, son potentiel et ses outils, je pense, pourraient vite trouver leur place du côté de la Caroline du Nord chez les Hornets. Allez, pour Leonard Miller, ça vous plaît bien, parce que vous êtes 92% à valider ce choix, et effectivement, moi je trouve que ça va bien dans une équipe de Charlotte qui va vite, qui joue beaucoup en transition. Leonard Miller a totalement ce profil, et vraiment, il pourrait marquer des points très facilement s'il reçoit les bons caviars, rien qu'avec cette qualité-là. Et vu qu'en plus de ça, il dispose de plein d'autres choses qui pourront être utiles à Charlotte, ouais, moi j'aime bien cette idée-là, et vous validez ça, ça me fait plaisir.
Avec le choix numéro 28 dans ma NBA Mock Draft 2023, le Utah Jazz sélectionnerait, suspense, je suis en retard, Maxwell Lewis de Pepperdine. Bon, à Utah, avec les pics 9 et les pics 16, on a déjà recruté un intérieur avec Taylor Hendricks, mais aussi un poste 2-3. Qui c'est que je l'aurais pris déjà à Utah? J'aurais pris Keyonte George tout à l'heure. Et difficile de savoir si le Jazz conservera tous ses pics. Hein. De toute façon, on le sait, une équipe qui a 3 choix au premier tour, généralement, elle fait au moins un transfert. Mais là, ce qui est sûr, c'est que dans ce scénario où je n'imagine pas les trades dans cette mock draft, on a une équipe qui commence vraiment à être blindée sur tous les postes. Et donc, si j'étais Utah, je ferais simple, hein, et maintenant dans ces équipes complètes, je trouve que c'est la meilleure solution à faire. J'irai chercher le meilleur potentiel disponible à ce moment-là de la draft, et pour moi il s'agit de Maxwell Lewis. Ce que j'aime avec lui, c'est que c'est un scoreur très polyvalent, qui est déjà un shooter très solide à 3 points, solide à 3 points, j'enlève le trait, mais solide à 3 points, qui peut créer son tir, mais aussi saisir les opportunités en catch and shoot. J'aime bien ce côté polyvalent qu'il a, et ajoutons à ça que malgré son physique qui est peut-être un petit peu trop frêle à mon goût, ça reste un joueur très athlétique, suffisamment pour aller au cercle en tout cas, et marquer des points dans la raquette, et ça voilà, ça en fait un scoreur 3 niveaux qui est déjà plein de qualités pour marquer des points, même si clairement moi je pense que son principal axe de progression ça va être de se canaliser, lui qui est un petit peu foufou parfois sur le terrain, et soigner vraiment sa sélection de shoot s'il veut vraiment briller en NBA un jour. Lui qui a 20 ans est plutôt un late bloomer, un joueur qui a percé un petit peu tard. On attendra également plus d'impact en défense de sa part, plus de sérieux aussi, mais je me dis que ouais, dans une team jeune comme Utah, ça peut valoir le coup de tenter sa chance avec Maxwell Lewis, vu l'énorme potentiel offensif qu'il possède et qui semble pouvoir développer avec le temps, je pense. Maxwell Lewis, ce choix vous plaît à 85%, donc globalement vous aimez bien, rien de plus à dire, hein. Son potentiel offensif est fou, aucune chance, si, il y a des chances qu'il l'atteigne, aucune certitude sur le fait qu'il l'atteigne, mais s'il y arrive, ça peut être une très bonne pioche pour Utah. S'il y arrive pas, tant pis, ils auront tenté le coup et c'est pas grave, parce qu'ils auront potentiellement 2 autres choix de draft qui eux seront bons à cette draft. Donc let's go pour Maxwell Lewis, on verra ce que ça donne, et on verra s'il arrive bien à Utah. Là-dessus, il y a de moins en moins de certitude. Plus on avance dans les pics, et moins il y a de certitude de toute façon. Nous en sommes au choix 29. Et avec le choix 29, dans ma NBA Mock Draft 2023, les Indiana Pacers, qui drafteraient pour la 3e fois au premier tour, choisiraient Olivier Maxence Prosper. Et là je me dis, comme le Jazz juste avant, c'est le 3e choix, je viens de le dire, des Pacers dans ce premier tour. Et encore une fois, pas certain qu'ils les gardent tous. Du coup, je suis pas allé loin, même stratégie que Utah juste avant, après avoir bien rempli toutes les lignes, après avoir un roster bien complet, avec des jeunes sur tous les postes, et en plus de ça, après avoir continuer à compléter toutes ces lignes avec les drafts de Jarris Walker et de Dariq Whitehead avec les choix précédents. Pour moi, Indiana, ils doivent se tourner vers le meilleur talent ou le meilleur potentiel disponible. Et là, ça va faire plaisir aux poteaux québécois. Je me tournerai vers un autre poste 4. J'ai nommé Olivier Maxence Prosper, originaire de Montréal. Alors c'est sûr que ça va faire du monde dans la raquette chez les Pacers, mais j'aime le fait que Prosper, avec sa polyvalence, il est capable d'occuper plusieurs positions et de défendre limite sur les postes 2 à 5, voire même de 1 à 5. Bon, 1 à 5, j'exagère, sur les meneurs, je sais pas, mais vraiment, il peut switcher sur énormément de monde, et ça j'apprécie, et ça lui permet de trouver un rôle, non seulement dans plein d'équipes, mais aussi dans plein de line-up différents. Et ça tombe bien, avec tous les profils qu'on pourrait avoir à Indiana, on pourrait l'utiliser avec plein de coéquipiers, et ça je trouve ça intéressant. En attaque, c'est surtout un finisseur, qui va briller principalement près du cercle grâce à des cuts qu'il va faire dans les bons tempos. Cependant, au cours de la saison, même si c'est toujours pas sa spécialité, j'ai apprécié qu'il montre de bons progrès au shoot, qui l'ont bien fait monter en fait dans les mock drafts récentes finalement, et ça lui permet d'encore ajouter une corde à son arc finalement. Après, je pense que pour atteindre son full potentiel et avoir du temps de jeu, Prosper il aura pas le choix, il va devoir progresser pour ce qui est de la création pour lui-même, qui est pas du tout sa spécialité. Mais en attendant, dans les autres secteurs, il possède des bases solides, et je pense que où qu'il aille, et s'il continue à poursuivre sa trajectoire de développement, il pourra trouver un rôle en NBA. Et vu que le poste 4, même si j'ai déjà amené Jarris Walker chez les Pacers, est déjà assez open, je me dis qu'il pourrait très bien s'épanouir en sortie de banc, pourquoi pas justement en doublure de Jarris Walker, même s'il faudra voir aussi. Jalen Smith pour moi sera peut-être plus utilisé au poste 5, en doublure de Miles Turner, donc pourquoi pas avoir un Prosper en doublure de Jarris Walker si Jarris Walker arrive à Indiana, comme dans le scénario que je vous ai proposé jusque là. Pour Olivier Maxence Prosper, ça vous plaît bien, vous êtes 92% à valider ce choix pour Indiana, j'y avais même pas pensé, mais c'est vrai
vrai qu'il retrouverait son compatriote québécois, canadien Bénédicte Mathurin. Ça rajoute un petit peu du fun dans cette draft, même si je pense pas que les Pacers pensent à ça. Et ouais, grâce à sa capacité à défendre qui est folle, pourquoi pas tenter ce coup avec Olivier Maxence Prosper. Pour certains d'entre vous, ça peut être un style, et c'est vrai que s'il continue vraiment sa trajectoire de développement, et qu'il arrive vraiment à obtenir un rôle un peu plus important offensivement, ça peut être une très bonne rotation pour Indiana, et en tout cas ça vous plaît bien, et moi ça me plaît bien que ça vous plaise bien. Le dernier choix pour aujourd'hui, pour arriver au bout de ce marathon, au bout de cette mock draft, avec le choix numéro 30 dans ma NBA mock draft 2023, les Los Angeles Clippers choisiraient, petit roulement de tambour, Jaime Jaquez Jr. de UCLA. Et là, si je l'ai choisi, c'est pas par hasard. En fait, je me suis dit que chez les Clippers, eh ben forcément, même s'il y a eu des blessés et qu'il y a toujours quelque chose qui cloche dans cette équipe de Los Angeles, on va encore nourrir des ambitions l'année prochaine. Voilà pourquoi, pour compléter leur rotation, je suis allé chercher Jaime Jaquez Jr., le joueur qui, pour moi, parmi ceux qui sont encore disponibles, est sûrement le plus NBA ready et qui, pour moi, peut-être apporte le plus de certitude dans le pool restant. Après avoir passé 4 ans à UCLA, un programme qui est quand même hyper réputé, il a su progresser chaque année dans son rôle. Il a su bien mûrir et réaliser une saison senior qui a été bien pleine chez les Bruins. Ok, il a pas un potentiel de fou, mais il apporte quand même des certitudes sur le présent, et c'est ce qu'on veut à Los Angeles. Là, le mec, c'est un joueur sérieux, qui est intelligent, mais qui est surtout ultra polyvalent. Il sait absolument tout faire sur un terrain. Il a pas vraiment de spécialité, mais c'est pas grave, parce qu'il arrive aussi à cocher toutes les colonnes, à cocher toutes les cases, et ça j'aime bien. Maintenant, c'est vrai, son plafond est sûrement un petit peu limité, et comme je disais, c'est pas le joueur avec le plus de potentiel, c'est certain, mais sa façon de jouer avec son cerveau, tout en utilisant son physique qui est déjà bien développé aussi, ça pourra lui permettre, je pense, de contribuer day one chez les Clippers, et c'est ce qu'ils ont besoin. Même s'il est pas super athlétique, c'est un euphémisme, ça reste quand même un joueur qui a beaucoup de flair, qui utilise très bien ses appuis, qui shoot bien aussi, même si évidemment il peut encore progresser sur sa régularité, et qui, ça me plaît, donnera tout en défense. C'est un petit peu le roi du hustle des deux côtés du terrain, Jaquez, et c'est assez appréciable. Pour moi, il a le parfait profil du futur couteau suisse en sortie de banc et en rotation de Paul George et de Kawhi Leonard, encore plus si les deux continuent à se blesser régulièrement. Mais je me dis que Jaquez pourrait très rapidement avoir un rôle dans la rotation de Tyronn Lue, et même, pourquoi pas, au vu de l'intensité qu'il met sur un terrain, devenir le chouchou des fans, lui qui forcément, vu qu'il joue à UCLA, est déjà très apprécié à Los Angeles, et qui pourrait séduire vraiment beaucoup de monde grâce à toute cette envie qui monte sur un terrain, et que j'aime beaucoup dans le jeu de Jaime Jaquez Jr. Pour Jaime Jaquez Jr., vous êtes 83% à valider ce choix, donc encore une bonne partie d'entre vous, vous aimez le fait qu'il soit polyvalent, qu'il puisse peser partout, qu'il prenne ses responsabilités, qu'il puisse être un joueur clutch, et surtout un joueur déjà mature, déjà prêt, et qui, comme je disais, qui a une vraie intelligence de jeu. Pour moi, il a tout le profil qu'il faut dans une équipe qui aura des ambitions. Les Clippers seront une équipe qui a des ambitions, donc oui, ça peut être un bon choix, et la majorité d'entre vous valide ça, et ça fait plaisir. Donc voilà comment on arrive à la fin de cette mock draft, qui était super intéressante à faire, un petit marathon comme je disais tout à l'heure, mais oui, si je fais le bilan de cette mock, c'est ce qu'on voit. 3 Français, ce que je disais, Victor en 1, bien sûr, on aurait Bilal Koulibaly en 14, qui à mon avis partira plus haut, mais que moi je vois bien aux Pelicans, même si c'est un des choix qui vous a le moins plu, je crois. On aurait également Ryan Rupert en 24, en attendant peut-être de voir à quel moment sera drafté Sidi Sissoko, qui à mon avis, s'il n'est pas pris au premier tour, pourrait faire partie des premiers choix du deuxième tour. Un Québécois avec Olivier Maxence Prosper. Plein de bons noms, les jumeaux Thompson qui arriveraient entre 4 et 6. Moi j'ai mis Scoot Henderson en 2, je vous rappelle, même si Brandon Miller est pas mal annoncé en 2. Et voilà, en tout cas, j'ai essayé de vous faire les choix que je vous ai justifiés, qui pour moi avaient le plus de sens. Vous en avez un paquet que vous avez validé aussi, et ça fait plaisir. Maintenant on verra, comme je disais, si j'en ai 5-6 de bons, ce sera déjà énorme, parce qu'on le sait, il suffit que un joueur soit pris, par exemple Brandon Miller est pris au poste en choix 2, quoique s'il est pris en 2, Scoot Henderson sera sûrement pris en 3, mais il suffit d'une erreur pour que tout se décale ensuite et que ma mock soit complètement fausse. C'est pas grave, comme je vous le disais, moi j'ai pas la prétention de prévoir ce qui va se passer, mais j'ai essayé de me prêter à l'exercice, en essayant de vous donner un maximum d'infos sur ces prospects, et en essayant de vous justifier pourquoi tel ou tel joueur irait bien ici. En tout cas, moi ça m'a bien plu, et puis rendez-vous jeudi soir pour voir comment ça se passe. Moi j'ai vraiment hâte. Voilà pour ce qui est de ma NBA Mock Draft 2023, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Vous en pensez quoi, vous? Globalement, vous êtes d'accord avec mes choix des premiers tours, et qui est-ce que vous imaginez pique avec le choix numéro 2? Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. Et pour bien finir, vous connaissez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça apporte énormément de force, et pour ça, je vous remercie fort d'avance. À très vite.